a journey back in time in search of a mystery locked beneath the sea. This December, you will be given the key. Whoa! I'm the king of the world! 20th Century Fox and Paramount Pictures present. What made you think you could put your hands on my fiancée? It's not up to you to save me, Jack. They've got you trapped, Rose, and if you don't break free, you're gonna die. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Iceberg, right ahead! In a James Cameron film. For God's sake, man, there's women and children down here! Let us out so we can have a chance! I hope you enjoy your time together! Please help me! I won't let go. God almighty. This is it! Titanic. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission où j'ai voulu, pour terminer cette fin d'année, revenir sur un film plus ancien, un film qui a marqué son époque et qui, je crois, continue à marquer l'époque du cinéma. Voilà, il y a des films comme ça qui sont intemporels et je crois que le film Titanic de James Cameron en fait partie. J'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais une jeune adolescente. Je ne parlais pas encore de politique comme aujourd'hui à travers le cinéma. Et c'est vrai que je vis une époque aussi où il y avait beaucoup d'événements au cinéma et qu'on savait vivre les événements, pas comme aujourd'hui où enfin, il y en a encore, j'imagine, mais c'est vrai que je vis une époque dans les années 90 où la salle de cinéma était encore très importante. On y allait et toujours avec du plaisir. Et c'est vrai que Titanic fut un film événement à cette époque-là, en 97. Ça, Vivian peut nous en parler. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un retour en arrière, parce que voilà, c'est la fin de l'année aussi, c'est Noël, et que du coup, aussi parler des films, tout simplement, qui ont marqué aussi notre histoire avec le cinéma, et ben, c'est important aussi. Du coup, Vivian, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Et surtout aussi, comment as-tu reçu la première fois le film quand tu es allé le voir ? Oh, on va démarrer très fort. Déjà, salut Peggy. Merci infiniment de ton invitation, d'avoir pensé à moi pour ce film-là en particulier. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. C'est un film important pour plein de gens, mais du coup, je m'inclus dans les plein de gens, comme tu l'as très bien dit. Et puis voilà, non, mais ça va. Et puis bah, sinon, bah, ça va très bien, puisqu'on est ensemble. Voilà, j'ai mon petit café que je vais me permettre de prendre une petite gorgée, hein, Ouais. histoire de me mettre en voie. Titanic, c'est un film capital pour moi. C'est un film qui est. Alors, je vais commencer par le plan vraiment personnel. C'est peut-être le dernier gros blockbuster qui sorte avant que je me professionnalise dans le journalisme. C'est-à-dire que quand il sort, je viens tout juste de finir mon BTS, donc officiellement de montage, et je viens d'être embauché à Cognac G Images, voilà, où je suis d'abord sur le site de CFI, puis après sur le site de TV5 Monde. Et donc là, je n'ai pas encore cette perspective de devenir réellement journaliste, mais ce qui va venir dans les mois qui viennent, juste après Titanic, en fait. Voilà. Parce qu'il y a ce magazine qui s'appelait encore à l'époque Dreams Magazine, qui va devenir après Cinéphonia, auquel en 97 je ne suis qu'un simple abonné, et 2 ans plus tard je me retrouvais à faire mes premières piges pour ce même magazine, qui est donc consacré exclusivement à la musique de film, et qui est dans un premier temps beaucoup voué aux œuvres de James Horner, au décortiquage des œuvres de James Horner. Donc forcément, quand Titanic arrive en 97, le directeur Didier Leprêtre et l'équipe d'alors, l'équipe d'avant que je la rejoigne, est forcément au pied d'œuvre sur un film comme Titanic, avec des interviews fleuves de plein de pages, la BO qui est décortiquée morceau par morceau, analyse par analyse, etc. Donc rien que ça, moi je baigne quelque part dans une Titanic mania avant même de voir le film. Donc, et ce sur 2 tableaux. D'abord par la musique. James Horner, qui est un compositeur que j'aime énormément depuis déjà très longtemps à cet âge-là, hein. Moi, je ne suis plus adolescent, je suis jeune adulte, mais adulte quand même, hein, voilà. En 97, c'est pas compliqué, j'ai 23 ans, quelque chose comme ça, voilà. Tu te rends compte que c'était déjà presque 30 ans, c'est incroyable. C'est incroyable.
Et Non, mais ça, tu sais, ça, je pense que c'est comme les acteurs. Nous aussi, on ne peut pas vieillir, en fait, hein. Quand on replonge après dans les films de notre adolescence et tout, on est là, c'est vrai, on a fait 15 ans, mais qu'on a 40 et 50 aujourd'hui, c'est horrible, en fait, hein. c'est fou, c'est fou. Mais ce que j'ai, oui, alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu désagréable à ce niveau-là. En Ouais. revanche, il y a le côté agréable où pendant la revoyure, eh ben, on retrouve ces sensations d'il y a Ouais, 30 ans. On redevient un peu celui et celle que nous c'est ça. étions il y a 30 ans. Ouais. Et donc, je parlais de la musique. Donc, mon premier choc, c'est la musique, bien sûr, de James Horner, que je considère comme un album à part entière. Mmh. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'écoute les bandes originales comme, tu vois, j'écoute le nouveau James Horner ou le nouveau John Williams ou le nouveau Jerry Goldsmith, comme beaucoup vont écouter le nouveau Cure, le nouveau, enfin que j'écoutais aussi d'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Non, je vais choisir volontairement un exemple un petit peu provocateur, comme par exemple, quelqu'un découvre le nouvel album de Johnny Hallyday. Voilà, Mmh. tu vois, hein. Pour moi, ce sont mes Johnny Hallyday à moi. Ce sont mes idoles à moi, les compositeurs de musique de film. Donc, je découvre toujours leur musique, et surtout à l'époque, indépendamment des films, presque, que le film me plaise ou pas, à la rigueur, je m'en fous, du moment que j'ai un plaisir d'écoute qui est uniforme, qui est cohérent, ce qu'on appelle un album, hein. Mmh. Voilà, un album de musique de film. Et Mmh. Titanic se hisse immédiatement tout en haut de ces catégories-là, juste après d'autres James Horner comme Ennemi rapproché, que j'aime énormément, qui rapprochait justement Harrison Ford et Brad Pitt, avec une superbe musique, une ballade irlandaise signée James Horner, et Dolores O'Riordan des Cranberries, qui était extraordinaire. Après, il y a eu Légende d'automne, qui est phénoménal, qui a même donné en grande partie le prénom de mon fils, Tristan. Donc, c'est pas. Voilà, aussi beaucoup pour la musique. Il y a eu Braveheart, on va en reparler aussi à un moment donné quand on va faire le bilan de ce cinéma du milieu et fin des années 90. Mmh. Voilà, donc c'est un album important. Et ce qui est encore plus génial, c'est que pour le coup, il brise les clivages. C'est-à-dire qu'il devient numéro 1 au top 50 Mmh. des ventes d'albums. Pas Ouais, uniquement la chanson My Heart Will Go On de Céline ouais, Dion, que ouais. d'ailleurs qui est une chanson que je défendrai bec et ongle jusqu'à la Ah, mort je la s'il trouve très faut. jolie aussi, hein, Voilà. franchement, moi, elle m'a jamais Qui est, dérangée, hein. mais ouais, et qui est vraiment signé James Horner, qui est une volonté du compositeur. Je donnerai quelques détails plus tard, sinon je vais Ouais. déjà trop me disperser. Mais voilà, donc c'est un album important, et première surprise générale, donc le public embrasse totalement la proposition musicale. Ça devient Mmh. l'album numéro 1, ce qui arrive quasiment jamais en matière de musique de film. C'est-à-dire que justement, Titanic, l'album, se place au-dessus d'un Johnny Hallyday. Encore une fois, Mmh. c'est un exemple à la con, mais voilà, c'est juste pour situer, voilà, en bon franchouillard, tu vois, je donne un exemple bien franchouillard. Voilà. Deuxième Mmh. chose, et ça, tu as très bien fait, tu as ouvert l'émission avec, c'est la bande-annonce. Et Mmh. cette bande-annonce, que je viens de prendre un grand plaisir à revoir, je l'avais enregistrée sur cassette VHS, où j'enregistrais à l'époque toutes les émissions cinéma. Il y avait M6, il y avait Canal+, qui diffusait des extraits de films, des bandes-annonces, des bouts de making-of, des interviews. Donc ça, j'enregistrais et je me regardais ça en boucle, parce qu'à l'époque, les gens, pas d'internet, il fallait attendre Mmh. plusieurs mois avant d'avoir ne serait-ce qu'une VHS en location d'abord, en vente ensuite, voilà. Donc c'était long avant de pouvoir revoir un film. Voilà. Ah ouais, j'avais le même, j'avais le même. Bravo, très bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai exhibé mon laserdisc vidéo qui est là, tu vois. Et, et donc cette bande-annonce, elle est extraordinaire à plus d'un titre, c'est-à-dire elle dégage l'émulsion à la fois du thriller et de la romance. On ressent tout Mmh. ça à sa vie. On ressent le drame. Ouais. Le montage est extraordinaire, et la musique est composée spécialement pour la bande-annonce par James Horner. Voilà, et D'accord. on est dans, et ça se faisait pas mal. Il y a eu la même Ouais. chose avec John Williams sur Harry Potter. La première chose que John Williams a composée pour Harry Potter, c'est la musique du trailer, par exemple. Mmh. Et ça, c'était pour moi, c'était le bon temps. Alors on Ouais. va encore me traiter de vieux con, on va encore dire que je dis que c'était mieux avant. Mmh. C'est pas tout ce que je dis, mais pas plus tard qu'hier, j'ai découvert la bande-annonce du nouveau Superman de James Gunn, et j'ai eu un haut le cœur. Franchement, Mmh. quand j'entends du John Williams aussi mal traité que ça,
Mmh. avec une espèce de reprise toute moche à grands coups de percussions, zimmeriennes, complètement à côté de la plaque, une guitare électrique à la place de l'orchestre et cetera, juste pour faire du sensationnalisme à 2 francs, avec des Mmh. images pas belles en plus. Je me dis: «Mais il s'est passé quoi pendant ces 30 ans de cinéma?» Et je pense Mmh. que si tu m'as convié aujourd'hui, bah, c'est justement pour se poser cette question-là. Il s'est passé quoi pendant ces 30 ans de ciné? C'est clair, ouais, c'est vrai que malheureusement, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, ben, tu vois, quand on dit que Avatar, désolée, je vais faire encore ma méchante avec Avatar. On dit que, ouais, c'est une œuvre aussi à part entière avec l'évolution technique et tout. Et moi, en fait, je trouve qu'il y avait déjà tout dans Titanic, en fait, au niveau effets spéciaux, qui se confondent très bien avec le vrai paysage quand ils sont dans la mer, quand il y a le bateau qui coule. Ça aussi, on peut peut-être y revenir, d'un côté où on pouvait voir des films où même si on connaissait la fin. Et sauf qu'aujourd'hui, on ne le supporterait plus. Parce que c'est vrai que l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'un bateau qui coule, hein, quand même, hein, il faut se le dire, on le sait. Malgré toute l'histoire que James Cameron va mettre dedans. Et comme il disait pour lui, il me semble avoir entendu ça, il disait que pour lui, c'était Roméo et Juliette, mais sur Titanic, quoi. C'était vraiment une histoire d'amour à la Shakespeare, mais avec aussi la lutte des classes. Parce qu'aujourd'hui, quand je le revois, ben, justement, avec un œil adulte, il y a aussi ce côté politique, hein, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, que c'est vraiment la représentation des 3 anarchistes qui peuvent exister, c'est-à-dire l'anarchie libertarien comme Jack, qui envoie tout balader, qui a envie de vivre la vie comme il a envie de la vivre, mais sans répondre à la société, enfin ne rien valoir à la société, il veut juste vivre. Après, tu as Rose qui est anarchiste de gauche, qui qui ose ouvrir sa bouche pour rester poli, face au mec qui essaye de la rendre comme une femme faible, etc., par sa classe sociale. Et puis, il y a l'anarchiste de droite qui est Molly Brown, qui est pareil, qui a un gros caractère, mais qui assume complètement sa classe sociale. Et c'est en ça que je dis que c'est une anarchiste de droite. Et ça, c'est vrai que c'est des choses vraiment qu'on peut voir, bah, en fait, en grandissant, même nous, avec le film, et qu'on peut vraiment, voilà, dans l'adolescence, c'est la romance qu'on va voir, et après, en grandissant, petit à petit, ça va être le côté plus politique, en fait, de ce film. Oui, bah, tu as tout à fait raison, parce que c'est bien sûr la romance que les gens ont retenue à l'époque. C'est ce qui Ouais, les a marqués le plus. Mais ça reste avant tout un film tragique. C'est la tragédie ouais, de cette romance. Et à côté et du coup, en réaction de la tragédie de cette romance, on revit la tragédie réelle, bien réelle, de 1912, ouais, que justement, à laquelle justement James Cameron et toutes les équipes voulaient rendre hommage profondément. Heu, le projet démarre à un moment donné où James Cameron n'est pas spécialement, passionné par cette histoire du Titanic, voilà, mais il fait de plus en plus de recherches et de plongées. Ça, c'est quelqu'un en fait, c'est son amour de la technologie qui va ouais. l'amener à faire Titanic. Parce qu'il va être invité dans le cadre de ses recherches pour le film Abyss, qui va être tourné à 80 sous l'eau. Ouais, Prouesse ouais. incroyable de l'époque, pour un film incroyable de l'époque, C'est dans les années d'ailleurs. 80, hein, Abyss, Ouais, hein, il faut le carrément dans rappeler. les années 80. C'est Ouais, alors là, c'est 40 ans en arrière, rendez-vous ouais, compte les gens. Rendez-vous compte, voyez Abyss et dites-vous: «Ça a 40 ans ça? Waouh!» c'est Ça a clair. pas vraiment vieilli, hein, voilà. Non. Et donc en fait, il a l'opportunité, dans le cadre de ses recherches scientifiques, de, pouvoir voir de ses yeux, hein, le petit robot explorateur qui, a, vraiment exploré l'épave du Titanic au milieu des années 80, donc à peu près à ce moment très peu de temps avant qu'il tourne Abyss. Je crois que c'est en 85 que l'épave, du Titanic a été, officiellement redécouverte et donc a pu être explorée un petit peu après par un petit robot dont j'ai totalement oublié le nom. Et Ouais, ça et là, ça germe. Là, il se dit: «Si un robot a pu aller explorer, ça veut dire qu'une caméra peut aller explorer et que donc là, il y a quelque chose à raconter, il y a un véritable hommage à rendre». Et pour ceux qui voudraient taxer Cameron d'opportuniste ou quoi qu'est-ce, il y a qu'à voir que quelques années après, il fait le documentaire Ghost of the Abyss, mmh, qui est magnifique et qui est, là encore, à la fois une prouesse technologique dans le genre du documentaire, mmh, une seconde dans le genre de la 3D, et ça, on y reviendra aussi à la 3D, c'est primordial, ouais, et également
encore une fois dans le genre hommage, parce que là, il arrive à faire vivre encore plus que dans Titanic, le film, les fantômes de ce Titanic, donc les fantômes des réelles personnes qui sont malheureusement décédées par centaines. Ouais. Cette terrible soirée d'avril 1912. Voilà. Mmh. Pour répondre à ta question initiale, je découvre le film. Alors, je l'ai vu plusieurs fois en salle, hein, comme je pense beaucoup de monde à l'époque. Je crois que je suis allé le voir 3 fois dans un laps de temps de 1 mois ou 2 mois. Mais le premier visionnage, c'était au Max Linder à Paris, qui est une salle absolument magnifique. Et j'étais arrivé tôt, je voulais absolument pouvoir me mettre là, et j'ai pu me mettre là. Il y a un premier balcon, voilà, un petit peu arrondi, voilà, avec des barreaux comme ça. Et donc j'ai pu me mettre à cette place-là, c'est-à-dire pile poil au milieu du premier balcon du Max Linder, avec un écran magnifique. Waouh! Alors, l'effet était incroyable, mais vraiment Mmh. incroyable, parce que ce moment où, à la fin, qui est dans la bande-annonce, le bateau bascule et Rose et Jack sont en haut. En fait, quand tu es comme ça, tu pouvais t'accrocher littéralement tes mains à un barreau, au bastingage, comme si tu plongeais avec eux. Ouais. J'oublierai jamais ça de ma vie. J'oublierai jamais ça de ma vie. Et je me souviens, je m'étais dit à l'époque, ça rendrait tellement bien en 3D ce film. Mais ce film est shooté pour la 3D, à une Mmh. époque où on n'en faisait pas commerce, en Bah, tout cas. normalement, il était prévu pour le Futuroscope, il me semble. Il y avait le Futuroscope à un moment donné qui avait, Exactement. envie d'acheter la licence pour en faire un spécial pour leur, enfin, pour l'enseigne Pour leur du exhibition, Futuroscope. et je pense que Ouais. Ghost of the Abyss, le projet Ghost of the Abyss est plus ou moins lié à ça, même si Mmh. ça finalement ça n'a pas été diffusé dans ce cadre-là, mais ça a été Mmh. diffusé dans les IMAX, dans les Géodes, dans ce genre de choses, donc ça ressemble un petit peu à ça, Mmh. et voilà, et donc moi pour faire simple, je pense que, et c'est pas pour la formule, je pense que c'est le dernier grand film hollywoodien. Mmh. Voilà, pour moi, Titanic, c'est le dernier grand film hollywoodien Ouais. dans le sens noble du terme, et Ouais. vraiment tout sauf péjoratif. C'est-à-dire qu'on a une reconstitution historique d'exception. Ouais. Tous les historiens du Titanic le diront, se mettent d'accord. Le film a été réalisé au détail près, c'est-à-dire que même les fourchettes étaient estampillées, hein, du navire, etc. Enfin, le moindre détail était reproduit à la perfection ou la quasi-perfection, hein. On trouvera toujours à redire ceci, cela, je pense, surtout quand on se prétend expert d'eux, mais franchement, on n'a pas des films comme ça tous les jours. On en a très peu eu avant, notamment sur le Ouais. sujet et notamment après. D'autant que Cameron lui-même s'inspire beaucoup, et ça se ressent dans certains plans, du film A Night to Remember de 1958, qui était en noir et blanc à l'époque et qui racontait déjà une histoire autour du naufrage du Titanic. Donc Mmh. c'est un très beau film d'ailleurs, et il fait carrément des plans un peu similaires au moment du naufrage, quand l'épave Ouais, commence à et même coucher. la danse au niveau de quand la 3e classe se retrouve pour faire la fête, il y a aussi des plans qui se retrouvent, aussi. Alors c'est pas la même danse, Oui. mais parce que c'est plutôt des gifs dans la version noir et blanc que vraiment la 3e classe. Donc la 3e classe, c'est vraiment, on voit tout ce mélange de communauté, en fait, avec des Irlandais, des Anglais, et puis qui font la fête ensemble, quoi, en fait, et c'est vrai que ça fait beaucoup repenser, à la première version, de Titanic. Tout à fait, et qui est pas la même, hein, qui est une autre Ouais, version encore que A ouais, Night to Remember, et ce qui est génial, c'est que, pour rester sur la musique comme tu viens de la citer, il pousse le bouchon jusqu'à ce que les morceaux des violonistes qui mmh, jouent jusqu'à ce que le navire se sombre, mmh, sont effectivement les vrais morceaux joués dans le bon ordre au moment du naufrage. Ça va ouais, jusque-là, hein, ça va ouais. jusque-là. On les trouve d'ailleurs je sais pas si vous verrez bien, mais il y a un magnifique coffret 4 CD, qui Ouais, est moi j'ai sorti, que les 2, il y a j'ai que quelque temps. ceux-là, Bien sûr, tu qui vois? sont là, ici et là, Ouais, derrière moi, ouais. et attends, je vais vous l'attraper. Voilà, c'est un superbe coffret 4 CD qui est Ouais, paru, c'est chez La La Land, hein, je crois. Oui, c'est chez La La Land. Voilà, donc c'est 4 CD, et donc ça reprend pas du tout les 2 premiers, hein. C'est vraiment toutes ouais, les musiques de James Horner dans l'ordre, tout ce qui a été fait. La musique, le morceau de la bande annonce est là. Il y a pas la chanson, parce ouais. qu'ils ont pas eu les droits pour cette édition-là, mais c'est pas grave, on l'a sur les autres. Mais ça, c'est vraiment un must have, voilà, pour les collectionneurs de musique de film, quoi. Voilà, et donc il y a un CD bonus avec les morceaux classiques, les morceaux des violonistes, et cetera. Donc on peut, voilà, la gigue irlandaise, et cetera. Mmh. Tout est là-dessus. Tout est là-dessus, tout est là-dessus. Ouais, ouais, non, mais et j'en avais aussi un petit peu parlé dans le live, sur DiCaprio,
Alors moi, je l'ai découvert à l'époque, c'était l'école qui voulait s'intéresser plus à la peinture ou au musée. Voilà, ils voulaient un peu sortir du côté académique et du coup, avaient rajouté dans le programme aussi une sortie cinéma pour ceux qui n'avaient pas spécialement les moyens d'y aller. Et du coup, c'était une fois par trimestre. Et je me souviens, on était allé le voir le lendemain de sa sortie en salle. Et c'était la couille dans le cinéma. On était au moins 5 ou 6 classes de 30 élèves à aller voir le film, mais c'était un peu la folie, quoi. Donc voilà, ça, je m'en tiendrai aussi un peu toujours. Et c'est ça, enfin, quand on le voit sur grand écran, mais même à la télé, hein, je trouve qu'il passe bien. Très, très bien. On ressent vraiment l'immersion du film, quand le bateau il plonge, on plonge avec eux, parce qu'il y a ce temps qu'ils prend de raconter à chaque fois des scènes, où ils suivent très près aussi des personnages quand ils sont en mouvement. Ça, je trouve que c'est un des rares films vraiment bien faits sur le temps, tu vois, sur la notion du temps, de ressentir justement que le temps, on sent que le bateau va couler, mais du coup, c'est tout lentement, contrairement effectivement à certains films aujourd'hui, on ferait ça vite. Et lui, il nous amène vraiment à vivre jusque vraiment au naufrage, quoi. Donc, on monte avec les personnages quand ils vont tout en haut de la coque pour essayer de rester encore le plus longtemps en vie et essayer éventuellement de trouver un moyen de pouvoir respirer au moment où le bateau va couler et tout. Et c'est vrai que ça, on le ressent, et au cinéma, c'était quelque chose assez incroyable. Et puis cette froideur aussi qu'on ressent, et ça, même chez nous, on le ressent, hein, quand il fait tout sombre et qu'on les voit tous bleutés dans l'océan, on a froid avec eux, en fait. Et d'ailleurs, il y a un passage que je peux jamais regarder, vraiment. C'est le passage quand ils vont rechercher, justement, éventuellement certains survivants, et qu'il y a les marins qui regardent les corps pour voir s'il y a des survivants. Là, c'est des passages vraiment que j'ai vraiment beaucoup de mal encore à regarder aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est des passages qui se oublient pas, quoi. C'est juste incroyable. C'est autant pour la télé que pour le cinéma, quoi. C'est ça qui est dingue. Totalement. Et puis, il y a ce moment incroyable où les lumières s'éteignent. Oui. Ça, c'est un plan complètement fou. Il y a Ouais. la qualité, c'est tout bête, mais ne serait-ce que la qualité du maquillage des visages Ouais. givrés dans l'eau, même le maquillage de Rose quand elle est sur la fameuse porte, hein, que les gens décrient en disant mais il y avait la place pour Jack, machin, tout ça. L'éternel débat dans lequel je rentrerai pas. James Cameron, il a dit, hein, je crois pourquoi il avait. Alors j'ai oublié pourquoi, mais il me semble qu'il a Alors, fini James par Cameron, il expliquer. s'est échiné à expliquer qu'en fait, c'était pas possible qu'ils tiennent à deux dessus. Et D'accord. les gens en face s'échinent à lui envoyer des schémas comme quoi s'il s'était mis comme ci, comme ça, emboîté comme ci, emboîté comme ça, il aurait pu survivre, etc. Mais du coup, les gens qui perdent leur temps, hein, franchement, avec ces considérations-là, quelque part, passent à côté du message. Ouais. Et là, je vais faire un petit pont, pardon, Ouais. entre cette émission d'aujourd'hui et celle que nous avions fait ensemble à ton initiative sur la liste de Schindler. Ouais. Puisque finalement, personnellement, j'avais établi cette conclusion de dire que, à mon propre étonnement, dans le cas de la liste de Schindler, il est important de ultra romancer les choses et de les esthétiser pour faire ressentir au public, au large public, au grand public, au plus grand public, des émotions qu'il n'aurait pas ressenties dans le cadre d'un documentaire, par exemple. Voilà. Ou d'un film plus froid, voilà. Ou tout simplement plus réaliste, qui ne s'attarderait pas sur des personnages qu'on a envie d'aimer, quoi. Voilà. Donc, dans la liste de Schindler, on a cette figure d'Oskar Schindler et on suit quelques prisonniers et puis voilà, et quelques alliés aussi auxquels on s'attache et on va avec eux de plus en plus dans l'histoire jusqu'à son dénouement fatal. Et bien là, finalement, c'est exactement la même chose. Puisque Cameron retrace bien les véritables personnages historiques. D'ailleurs, il y a un choix de casting qui est incroyable parce qu'ils ressemblent tous, quasiment trait pour trait, aux vraies personnes décédées ou pas, d'ailleurs, dans le naufrage. Et il rajoute les personnages fictifs, hein, que sont Jack et Rose, de manière à ce qu'ils, quelque part, ils représentent à eux seuls le sort de tous les passagers. Comme tu l'as très bien dit, Rose, elle est de la classe supérieure, Jack est de la classe inférieure. Jack va mourir parce que quasiment toute la classe inférieure va mourir et Rose va survivre parce qu'elle est protégée par son statut social. Quelque part, quand la fin du film arrive, on est tous surpris. Pourquoi ? Juste parce qu'on veut pas qu'il meure. Mais dans l'écriture, dans la logique,
il ne peut pas survivre. À aucun moment, Jack Dawson ne peut survivre à ce naufrage. Ouais. Ce serait antinomique. Ce serait même un peu stupide. Donc Cameron, je pense, va jusqu'au bout de cette idée, comme Ouais. tu l'as très bien dit, qui est à la fois historique, politique, moderne, dans le sens où ça parle de cette tragédie-là, mais qu'en même temps, ça fait écho à toutes les tragédies passées, présentes et à venir. Hein 11 septembre en tête, bien évidemment, mais il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs même Cameron, dans les interviews, qui rapprochent ça en disant, voilà, après, il y a eu le 11 septembre, on a vécu un peu la même chose, machin, tout ça. Mais qu'on se le rende bien en tête, Titanic, on est en 97, donc on ne peut pas ranger Titanic dans la case des films en réaction au 11 septembre. À un moment donné, il Non. faut arrêter avec ça. Je le vois un petit peu trop passer un peu trop souvent, quoi. Voilà. Mais moi, Et ça, ce qui tu est vois, je l'avais pas pensé. Donc, tu vois, voilà. tu m'apprends un truc là. Donc, parce que même dans, tu vois, j'ai revu quelques bonus pas plus tard que ce matin, Ouais. et même Cameron lui-même en parle. Voilà, il fait le rapprochement avec le 11 septembre. Bon, après, lui, c'est un film qui ne l'a pas quitté. Effectivement, Les Fantômes du Titanic, pour le coup, c'est post-11 septembre. Ça veut dire qu'il revient sur la tragédie suite à cette nouvelle tragédie aussi. Voilà. Après, en 2013, Titanic ressort en 3D, cette fois-ci. Magistrale la 3D de Titanic. Pour le coup, je trouve que ça fonctionne très bien. En tout cas, alors je l'ai pas vu au cinéma, mais dans le cadre du Blu-ray domestique, moi je trouve que ça marche très, très, très bien, Ouais, à la d'accord, maison. mais je le ferai Voilà, un jour, ouais. vraiment très bien, et voilà, et donc on peut y voir tout ça, mais pour pouvoir ressentir la détresse de centaines de personnes, on a toujours Ouais. besoin de s'impliquer pour ne serait-ce qu'une seule personne, quoi, Mmh. et ce duo d'acteurs est absolument incroyable. Alors ce qui est Ouais. génial, c'est que la plupart des gens, par contre, pardon, les découvrent à travers Titanic. Ouais. Bah, bien évidemment, l'un comme l'autre, je les connaissais, d'avant. Moi, Kate Winslet, c'est la Ophélie du Hamlet de Kenneth Branagh, donc j'étais déjà, hyper amoureux d'elle, bien avant que Titanic arrive, quoi. Donc c'est pas je n'ai pas découvert Kate Winslet avec Titanic, mais Alors en pour moi, si, revanche, hein, j'ai découvert les 2 avec ce film-là, hein. les 2, même Leonardo Ouais, même aussi? DiCaprio, je n'étais pas allée voir malheureusement Roméo et Juliette, j'avais Il y pas avait les Roméo moyens plus encore, Juliette, il y avait ouais, Basketball non, je n'étais pas allée Diaries, voir. il y avait Non, voilà, et quoi, 9 Docteurs avant ça? ouais. Heu Non, j'ai découvert ça justement après Titanic, c'est ce film-là qui m'a fait aimer, DiCaprio justement. Et quel talent! Je veux dire, Ouais. il y a la petite anecdote qui dit que, ils ont eu il se trouve qu'ils ont passé leur casting, ensemble. Le casting, sans être sûr d'être pris du tout, quoi, et la réaction de Kate Winslet à leur audition commune, ça a été de dire au producteur: «Même si vous me prenez pas moi, vous devez le prendre lui». Ah ouais. C'est génial! Ouais, ouais, ouais. Le faire, elle avait que 19 ans, 18 ans Ouais. même au moment du casting, 19 ans au Mmh. moment du tournage. Donc, je veux dire, enfin voilà, ça montre une maturité, un fair Mmh. play, qui est très, très beau, quoi, et ils crèvent l'écran tous les 2. Je veux Ouais, dire, ouais, c'est une romance à laquelle on croit. Alors, ça illustre exactement le propos de ce que j'aime moi dans le cinéma. Ils sont plus beaux que nature. Leur destin est plus tragique et plus grand que nature. Encore une fois, le grand écran, ça se mérite. James Cameron, il sait prendre d'assaut le grand écran comme quasiment personne d'autre. Et c'est pour ça, et James Horner sait prendre d'assaut les enceintes du cinéma Mmh. comme personne d'autre ou presque. Donc, je veux dire, Mmh. ce qui est génial, c'est que Titanic, en 97, et donc l'année d'après, en 98, il gagne les 11 Oscars, Ouais. ce qui est très, très rare et qui est ultra mérité. Donc, c'est un film qui rassemble. C'est-à-dire que même les critiques les plus dures au départ embrassent le film dans leur grande majorité. Il y a toujours des Mmh. grincheux, il y aura toujours des grincheux. Et puis après, comme c'est une romance et qu'il y a eu un phénomène mondial, et ben alors là, il y a plein de gens qui disent que c'est pas bien, forcément. Ils ne Mmh. peuvent pas aimer ce film sous le seul prétexte qu'il fonctionne chez tout le monde, hein. Mmh. Il faut surtout Mmh pas aimer ce que le commun des mortels aime, c'est bien connu, hein, c'est un signe de faiblesse, voilà. Mmh. Donc voilà, on a eu la même chose un peu. Alors là, je vais faire un rapprochement qui va peut-être faire grincer des dents, mais je pense que la plus grosse comparaison qu'on puisse faire en tant qu'amour-haine d'un film comme ça, en termes de grand public, c'est La Reine des Neiges. Parce que quand La Reine des Neiges arrive, l'objectivité fait dire: «C'est vraiment un super beau dessin animé, avec des Mmh. très belles chansons». Quand on enlève le fait qu'on les entend 15 fois par jour et qu'on n'en peut plus et que la version française, elle est pas bonne. Mmh. Mais si on se tient à la VF et cetera, c'est un film d'animation d'exception Mmh. qui renouvelle le genre, en tout cas chez Disney, tout en respectant la tradition.
Voilà. Mhm. Et comme c'est un succès phénoménal et que toutes les petites filles veulent se déguiser en Elsa et que toutes les petites filles veulent chanter Let It Go en VO, et ben du coup, les bien-pensants, la critique, hein, l'intelligentsia, va rejeter tout ça en bloc en disant ça fonctionne donc c'est pas bien, ça peut pas être bien. On a eu ça sur Titanic. On a vraiment eu ça sur Titanic. Des gens ont refusé d'aller le voir sous le seul Ah, prétexte que ça marchait. Voilà. d'accord, je me rappelle plus de ça, tu vois, comme quoi j'étais Ah si, vraiment si, si, ado et c'était que terrible. ça, Alors après, là, c'est pas la majorité puisque ça fait le carton, ouais. que l'on sait. Mais ça existe et je pense que ça existe encore. Je Mmh. connais encore des gens qui me disent: «Ah non, Titanic, non, bah non». Ah ouais. Tu Mmh. vois? Donc voilà. Et dans la carrière d'un Cameron, c'est vraiment intéressant parce que moi je suis déçu à titre perso, je te rejoins, je suis déçu que Avatar ait battu dans les chiffres et dans les Ouais. records, ait battu Titanic. Pour moi, Titanic, il est imbattable. Mmh. Parce que, j'ai du mal à comprendre que, la SF d'un Avatar et le visuel des Na'vi, que moi je continue à trouver pas beau, hein. Alors Ouais, techniquement, pareil. c'est Ouais. magnifique, mais le Na'vi, je trouve le design pas beau. Je trouve que l'histoire que ça raconte, on me l'a déjà raconté beaucoup mieux autrement ailleurs. Donc je Mmh. suis pas fan d'Avatar du tout et encore moins du 2e. Fin de la parenthèse. En Mmh. revanche, le Cameron post Titanic, il est incroyable. Mmh. J'ai pas besoin enfin, je refais la liste rapidement, mais Terminator, Aliens, Alien, Abyss, d'accord. Ouais. rien que ça. Enfin, je veux dire, c'est à chaque fois, il nous emmenait ailleurs, il dépassait les limites de la technologie et des limites artistiques. C'est-à-dire que Cameron, il a les 2 et il a les 2 lui-même. Ouais. Là où un Spielberg, que j'adore, hein, attention, je suis pas en train de voilà, bah, pour faire un Jurassic Park, Spielberg, il délègue énormément. Mmh. Parce que finalement, c'est même pas lui qui a eu l'idée de ces effets spéciaux révolutionnaires. Il a eu la chance d'en bénéficier au bon moment. Ouais. Mais au départ, ils étaient partis sur des animatronics, de l'animation image par image, comme ça se faisait avant. Et il se Mmh. trouve que des développeurs chez ILM ont trouvé cette solution-là, que Kathleen Kennedy les a vus, que ça a été conseillé à Spielberg, qui a vu ça, qui a été bluffé presque comme un simple spectateur quelque part. Après, il a su faire sienne cette technologie avec les Mmh. bonnes personnes et transformer ça en un Jurassic Park qui est inoubliable. Voilà. Mmh. Mais ce n'est pas lui qui va à la recherche de la technologie. Alors qu'à Cameron, oui, il va Ouais. lui-même dessiner, tu sais que le dessin de Rose, c'est James Cameron qui l'a C'est lui, dessiné. ouais, c'est C'est lui qui l'a fait, la par exemple. caméra est derrière, mais c'est Voilà, lui qui dessine, c'est extraordinaire, c'est pas voilà. ouais, c'est Donc voilà, pour moi, c'est un artiste et un artisan et mmh. un chercheur et un explorateur complet et pour moi, c'est un cas d'école. Il est Mmh. unique dans le cinéma des années 80, 90 et même des années 2000 et même maintenant. Là Mmh. là où je peux défendre Avatar, c'est comme le font la plupart des gens en disant: «C'est révolutionnaire visuellement et techniquement». Mais avant tout, pourquoi c'est révolutionnaire Avatar? Parce qu'en fait, comme il est dans un environnement virtuel, il peut choisir ses plans dans cet environnement virtuel. La nouveauté technique et graphique, elle est essentiellement là. Le fait de pouvoir faire ses choix de cadrage dans le monde virtuel, dans une pièce où il y a rien. Voilà, Ouais. ça c'est la nouveauté. À titre personnel, je serais toujours plus bluffé d'avoir une moitié de décor seulement sur Titanic. Ouais. Pour ceux qui ne le Ouais. sauraient pas, on n'a que la moitié d'un bateau, Mmh. puisque c'est pas un bateau entièrement reconstitué, mais on a déjà la moitié d'un bateau, hein, à l'échelle, ce qui est déjà incroyable. Et donc Mmh. pour faire un simple contre-champ, il faut que le personnage qui est d'un côté va être, filmé et habillé normalement avec, par exemple, l'écusson, dans le bon sens et pour le contre-champ de la personne à laquelle il parle, cette personne va être habillée à l'envers, avec l'écusson conçu et cousu à l'envers, de manière à le filmer comme ça en contre-champ et de pouvoir inverser l'image et que tout se retrouve en effet miroir après au montage. Tu te rends compte du casse-tête? Et ben ça, c'est un effet spécial et je Ouais, vous parle même pas il faut mettre dans son époque 90, pas voilà, aujourd'hui, avec les logiciels, comme c'est facile de faire, de cliquer sur l'option miroir et ça le fait automatiquement. exactement. Mais même pour pouvoir faire cette option miroir, il faut d'abord anticiper et mettre les écussons et penser à faire les écussons à l'envers
Comme Ah le ouais. mot ambulance est écrit à l'envers pour pouvoir se refléter dans le bon sens dans les rétroviseurs. Rien que ça, c'est absolument incroyable. Et Mmh. la technologie numérique est quand même présente, hein. On a un Titanic numérique, au même titre qu'on a des Absolument. maquettes, on a des horizons numériques, on a des personnages numériques qui ont effectivement compris 30 ans dans la tronche et quelques plans, allez, un peu vieilli. On voit que certains personnages qui marchent ne touchent pas vraiment le sol, mais c'est très très Oh, rare, quoi. Franchement, ouais. c'est sur le plan Moi, aérien, en fait. Sur le plan où ça a aérien où plus on voit les vieilli, personnages qui marchent. ouais, moi, où ça a le plus vieilli, je dirais plutôt à la lumière du jour, quand ils sont sur le bateau, tu sais, à un moment de la rencontre, où il y a cette espèce de violet, jaune, je Mmh. trouve ça jaunit vachement la peau et là, ça fait un peu bizarre avec la lumière d'aujourd'hui, tu vois? C'est plutôt ça, moi, que voilà, c'est à ce moment-là où je trouve que ça a un petit peu vieilli, mais Une sinon lumière pour un le peu moins reste, naturelle, c'est vrai, c'est vrai. ouais, voilà, c'est Mais ça. d'ailleurs, même les lumières de nuit, bon après c'était une belle nuit étoilée, donc là, pour le Ouais. coup, ça reste véridique aussi, ce qui fait que ce teint bleuté qui est magnifique. On c'est pour ça que le rapprochement avec la liste de Schindler est pas stupide, parce que les scènes sont magnifiques, c'est-à-dire que les plans sont beaux. Ces plans sur les que tu citais, qui limite à la limite du soutenable, mais en termes de cadrage et de lumière et de tout ça, c'est comme pour les Schindler, c'est beau, esthétiquement parlant, c'est magnifique. L'horreur est sublimée, ce Ouais. qui la rend d'autant plus viscérale pour le spectateur qui est, lui, confortablement au chaud dans son fauteuil, quoi. Il y a eu une expédition itinérante du Titanic qui est passée par le Centre des arts, enfin des sciences, la Cité des sciences à Paris. J'avais D'accord. été la voir et il y Mmh. avait, par exemple, un des ponts complètement reconstitué avec la brise et tout ça. Il y avait des tas d'objets du Titanic réels remontés, et cetera, et il y avait une salle où tu avais un bloc de glace immense que tu pouvais toucher. Donc on t'invitait d'abord à le toucher. Donc tu touchais ce bloc de glace et tu te dis: «Bon, bah, ça, c'est l'iceberg, c'est le fameux iceberg, quoi», Ouais. et après tu vas lire la petite notice. C'est pas l'iceberg. Le bloc de glace que tu touches est à l'exacte température de l'eau dans laquelle les gens étaient. Et je t'assure que toi, tu posais ta main là-dessus, tu étais Ouais. brûlé direct. Ouais. C'est insoutenable rien que de faire ça. Bah, Et tu te dis les qu'eux, ils acteurs sont morts là-dedans. les acteurs ont demandé, à ce que l'eau soit la plus fraîche possible Oui. pour qu'ils puissent vraiment ressentir, la froideur de cette eau et c'est vrai que ça, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on ferait moins aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils hésitaient pas à l'époque. Enfin, c'était vraiment des vrais gens. Il y a eu quelques morts, hein, je crois quand même sur le tournage, hein, il me semble. Peut-être, Moi, oui, j'avais lu ça. ça, je saurais pas te dire. Des Ouais, accidents sûrement, des morts, je sais pas. il me En semble. revanche, Ouais, ce qui est vrai, c'est l'investissement de tout à chacun et des ouais, milliers de figurants. C'est qu'il y a ouais, vraiment des milliers de gens qui courent, quoi. c'est ça. C'est dans un décor immense et ça Ouais, se sent. C'est pour ça ouais, que le film, 30 ans après, il est toujours aussi viscéral, parce c'est que ça. c'est pas fake. Mmh. L'action se déroule bel et bien dans un il y a pas photo. On est toujours à dire que oui, on se plaint tout le temps, on veut pas des effets numériques, et cetera. Je te disais en off, juste avant qu'on démarre l'enregistrement de l'émission, Ouais. que, par exemple, c'est vrai que cette technologie moderne du tout numérique ou presque, elle a ses qualités. Elle a Mmh. ses qualités. Je parle pas de la qualité des films, hein, pour ce qui va suivre. Je parle de la qualité technique. Moi, quand je regarde un Transformers, que j'y prenne un plaisir coupable ou non coupable, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quand je vois, un robot voiture à l'image, je doute absolument pas de son existence. Mmh. C'est assez sidérant. Quand je suis devant les nouvelles versions de La Planète des singes, je Ouais. doute quasiment pas, voire pas du tout, de l'existence de César et de ces armées de singes qui montent des chevaux, et cetera. On a franchi un cap, il est vrai, en termes d'effets visuels, absolument incroyable. Mmh. Mais on a perdu malgré tout en tangibilité de décorum, d'environnement. Et C'est ça. ça, on n'arrive pas à s'en défaire, hein. On Non. n'arrive pas à s'en défaire. J'en reviens à ce fameux trailer du Superman de James Gunn qui a même pas 24 heures au moment où on enregistre. Mmh. C'est bon sang que c'est pas beau. Mmh. Mais bon sang que c'est pas beau. Les couleurs sont criardes, on ne croit en rien. Je comprends pas. Je comprends Mmh. pas comment aujourd'hui, tant d'années après, on peut nous proposer un cinéma qui fait plus fake que ces films-là qui ont 30 ans. Revoyons Braveheart, autre grand gagnant des Oscars de ces années-là. Danse avec les loups. Je veux dire, là, on est dans une. Pour moi, et là, pardon, je passe vraiment pour un vieux con, hein, mais Mmh. il m'arrive de tomber en amour, hein, devant des films plus récents, Mmh. mais jamais comme à l'époque. J'avoue, Mmh. hein,
Jamais Mm, comme à l'époque et jamais plus comme Titanic. mm. Même Le Seigneur des Anneaux. Parce Hein? que parce que je hisse, hein, au plus haut rang, de Ouais, l'accomplissement, qui est possible de faire sur un écran. Ça reste de la fantaisie. Donc quelque part, pour moi, c'est pas un film hollywoodien, Le Seigneur des Anneaux. Ça reste d'accord. un film de fantaisie. Ça s'adresse à un public spécifique. Je prends un Ouais. exemple, mes parents, voilà, papa, maman, ils ont vu Titanic. Mm. Ils ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ouais, Alors qu'on parle ouais, de films qui ont gagné quasiment autant d'Oscars, qui ont à peu près les mêmes mérites créatifs et techniques, d'innovation, dans des genres différents certes, mais voilà, et qui ont révolutionné le cinéma. Alors, Titanic, peut-être que dans un sens involontaire, a peut-être enterré un certain cinéma, ou plutôt achevé, pas enterré, mais achevé ouais, fort achevé. dignement, Ouais, achevé achevé, là. dignement un certain cinéma, alors que Le Seigneur des Anneaux en a tout aussi dignement lancé un autre, avec les Ouais, nouvelles technologies, etc. ouais, ouais. Avec voilà, le motion capture en tête, Gollum, etc. Voilà. Donc, Mm, je suis admiratif des deux, mais en mhm. termes voilà, de drama, je pense que Ouais, Titanic est le dernier grand spectacle qu'on ait eu sur grand écran. Voilà, à ce niveau-là, en tout cas, à ce niveau-là de classicisme, mais avec des techniques pourtant jamais vues à l'époque. ouais. Je suis très long, pardon, dans mes réponses, excusez-moi. Bon, pour moi, il y a deux films qui ont fait une tournure dans les années 90. Il y a Titanic, comme on dit, et je dirais aussi Fight Club, dans un tout autre genre, où là aussi, c'est la fin de l'époque. Enfin, j'ai revu là, justement, pour l'occasion d'un entretien. Non, ouais, j'ai pas réussi à exprimer vraiment ce que je ressens vers Fight Club, que j'aime pas du tout. Mais c'est aussi la fin d'une époque, tu vois. Il y a Titanic au niveau de ses effets spéciaux, enfin, avec les... C'est ça qui est dingue, c'est que il a amené une évolution Titanic, mais en même temps, c'est ça, il a achevé une époque qui sera qu'on verra jamais cette évolution-là des effets spéciaux. Et tu as Fight Club 2 ans plus tard, où c'est pareil. On sent qu'il a voulu amener quelque chose de nouveau dans sa manière de pouvoir raconter l'histoire, mais tout en achevant une époque, en disant que ouais, peut-être que l'année d'après, ça sera plus possible de pouvoir retraiter des films avec une telle, pas arrogance, mais des prises de position de réalisateurs qu'ils pouvaient prendre dans les années 90 et qu'à partir des années 2000, moi je trouve, ils n'arrivent plus en fait à prendre leur propre prise de position dans leur création en fait. Moi je ressens ça depuis 20 ans dans le cinéma. Je trouve ça super intéressant, ce rapprochement avec Fight Club, qui est un film que je n'aime pas non plus. C'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé de tout ça, hein, Léo, ensemble avant l'émission. J'adore Seven. J'adore Seven. Pour moi, Pareil, c'est un très grand thriller ouais. et au niveau scénaristique et au niveau graphique. Et Fight Club est un film qui me met mal à l'aise parce que pour moi, c'est un film, et c'est là où je trouve très pertinente ta remarque, pour moi, c'est un film démago. Mmh. Vraiment démago. Ouais, C'est un film qui passe son temps à, quelque part, à faire semblant de bouleverser les codes du cinéma ouais. et de la société, en se Mmh. posant comme un film justement un peu anarchiste et révolutionnaire, alors Ouais. que finalement tout cela reste assez académique et surtout ultra vendeur. Mmh. C'est-à-dire que sur un film comme ça, bah, fallait pas prendre Brad Pitt et Edward Norton, ni Helena Bonham Carter. Il fallait pas jouer la carte du star system, il fallait pas jouer la carte du tout Hollywood, il fallait pas jouer la carte du sensationnalisme, puisque c'est tout ce que le film cherche à dénoncer. Or, c'est Ouais. tout ce qu'il sert sur un plateau et à grand renfort de tournée mondiale de promotion, etc. Donc, beaucoup d'argent a été dépensé pour faire ce film, beaucoup d'argent a été remporté pour tous qui ont participé à ce film, alors que c'est un film qui ne fait que dénoncer la société de consommation. Et j'ai un vrai problème avec ça. Mmh. J'avoue, déjà à l'époque, mon premier visionnage, j'en suis ressorti très fâché. Mmh. J'étais très fâché avec le film et avec Fincher. Je me dis, oh là 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 là, mon Dieu, c'est quoi ce machin? Alors, je peux apprécier la prouesse des comédiens, je peux apprécier un certain dynamisme de montage, de cadrage, de lumière, de tout ce que tu veux. C'est qualitativement parlant, ça s'assoit là, il n'y a pas de Mmh. problème. Mais il y a un vrai problème entre ce que je cherche, entre guillemets, faussement à dénoncer et ce que ça Mmh. me rapporte à moi. Alors Mmh. après, là, on part dans des notions beaucoup plus compliquées et qui sont que politiques finalement. Est-ce que, comme on a envie de traiter un sujet en particulier, on doit forcément le faire de manière ultra indépendante, puisque c'est finalement le sujet même du film?
est-ce que Fincher s'il se torpille en signant avec un gros studio pour faire son Fight Club, mais s'il n'y a que en signant avec un gros studio qui peut faire son Fight Club. Ouais. Donc tout ça est très, très, très ambivalent. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et après, alors là, je vais encore me faire des ennemis. Tant pis. Pourquoi Titanic fonctionne aussi comme ça? Parce que on respecte l'histoire, on respecte la reconstitution historique et on respecte ce qu'étaient les individus alors. On respecte les ethnies impliquées sur le Titanic. On ne va pas nous rajouter Et qui des sont même ethnies. attachants. C'est ça qui est terrible, c'est que le mari de Rose, il est détestable, mais à un petit point, et pourtant on rigole avec lui quand il fait son humour à la balle pour essayer de désamorcer Exactement. la scène. Et on rigole avec lui, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, voilà, quoi. Si tu veux, on est dans le cadre d'une romance, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, belle, Ouais. voilà, entre deux personnages blancs, c'est comme ça, deux personnages hétérosexuels, jeunes, plus beaux que la norme. Voilà, plus beaux que la norme. Ils sont sublimés. Ça n'existe pas dans la vraie vie, des gens comme ça. faut être ni dans leur beauté intérieure, enfin extérieure, autant qu'intérieure. Je veux dire, ils ont tout, quoi. Et c'est pour ça qu'on les aime. Parce qu'on sait que c'est pas totalement vrai. On est au cinéma. Ça sublime les émotions. Voilà. Et aujourd'hui, si Titanic était réalisé comme ça aujourd'hui, on se poserait d'abord toutes les mauvaises questions avant d'essayer de raconter l'histoire des gens qui sont morts. Voilà. Il faudrait cocher les cases, comme d'habitude. Et ça, à mon sens, ce n'est pas possible sur un film historique. C'est possible dans le cadre d'une création. Pas de problème. C'est pour ça que je fais des gros bémols. Voilà, les gens ne comprenaient pas mal ce que je cherche à dire. Je ne suis pas contre le féminisme, loin de là. Je dis juste que ça date pas d'hier au cinéma. Et pourtant, il est féministe, ce film. Je suis Et ce désolée, film, c'est pour ça que je le dis. Parce que Rose est un des plus beaux personnages féministes qu'on ait vu. Et même Molly Brown, dans son côté grande gueule et tout, enfin, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, moi je trouve ça génial. Et tout ce que Jack attend d'elle, c'est qu'elle vive sa vie même sans lui et qu'elle ait un destin extraordinaire, ce qu'elle arrive à avoir, etc. Donc Jack aussi est un personnage féministe. Voilà. Tu parlais d'anarchiste. Il l'est par nature parce qu'en fait, il vit l'instant présent. Voilà. Je ne le considère pas comme un anarchiste parce que pour moi, l'anarchie a justement un caractère politique prononcé, revendiqué, alors qu'il n'a pas de démarche politique. C'est vrai. Tu vois, c'est juste quelqu'un qui vit sa vie, voilà, comme elle vient, qui va aller dessiner des prostituées à Paris juste parce qu'elles ont des belles mains, qui va parcourir le monde, voilà, c'est un gourmand de la vie. Je le vois pas comme un anarchiste. C'est vrai, c'est vrai. Et alors que elle n'est pas anarchiste non plus, mais elle va briser les codes de sa propre société en feignant d'être morte et en disparaissant et en se réinventant complètement. Parce qu'à l'époque, pour devenir une femme avoir un vrai destin de femme libre dans ce monde-là, c'était pas possible. Donc le seul moyen, c'était de s'en sortir, de passer pour morte et de recommencer autrement. De fuir, quoi. Donc cette scène où elle est sur le pont, où elle a été récupérée, il y a Billy Zane qui a ça de la retrouver. Je ne sais plus si c'est Billy Zane ou le majordome d'ailleurs. Et à un moment donné, voilà, et elle se cache. Elle a ce moment où elle pourrait jusqu'au bout revenir à la vie d'avant. Et non, elle a ce lien maintenant indéfectible avec Jack et le souvenir de Jack et la promesse qu'elle a faite et qui va lui offrir cette vie magnifique. Et quelle belle fin avec ses photos, voilà. Alors retravailler, ça se voit un petit peu, voilà, mais c'est pas grave. Voilà, où on la voit faire du cheval, de l'avion, du machin, enfin vivre, quoi. C'est assez extraordinaire. Et puis ce côté aussi, on n'en a pas parlé encore, mais le côté moderne, puisque ça démarre quand même de manière contemporaine. Voilà, avec cette chasse au trésor, est-ce que les chercheurs font des fouilles pour des bonnes raisons? Est-ce que c'est pour l'histoire ou est-ce que c'est pour le gain? Au départ, c'est pour le gain. Et au final, grâce à autant d'émotions, ça devient pour l'histoire. Tout ça est magnifique. Tout ça est juste vraiment magnifique. Je pense que ne pas aimer Titanic, c'est un crime. Moi, j'aime pas La Route de Madison, tu vois, donc je sais pas si on pourrait le mettre au même niveau des films connus qu'on n'aime pas. Alors, tu vois, c'est un bon exemple aussi. Moi, je ne le mets pas au même niveau non plus. Sur La Route de Madison, c'est vraiment une romance. C'est une belle romance, mais vraiment, c'est la romance de deux personnes. Ça impacte rien d'autre que ces deux personnages. C'est ça. Voilà. Alors que là, Titanic, en fait, ce qu'on disait au tout début, c'est qu'ils ne font qu'être le reflet
de non seulement leur société de l'époque, voilà, la population de l'époque, et que ça fait écho à nos populations d'aujourd'hui, parce que c'est finalement, on aime tous. Voilà, qu'on soit en couple ou pas, on aime de manière différente. C'est pas forcément un amour de couple, d'ailleurs. Ça peut être plein d'autres choses. Voilà. Donc, à chacun de se reconnaître en Jack, à chacun de se reconnaître en Rose ou en les deux, ou différemment. Voilà, ou Jack, Jack si vous voulez, Rose, Rose si vous voulez, ou Jack Rose si vous voulez, peu importe. Mais tout fonctionne, quel que soit. Voilà, c'est les sentiments et le drame lui-même qui compte. Voilà. Ouais, c'est ça. Demain, on peut vivre une catastrophe. Sans comparer, mais il n'y a pas longtemps, la France a quand même été pas mal touchée par des inondations terribles. Il y a eu des morts, etc. Donc, le drame peut subvenir de nature. C'est la nature qui dépasse, qui dépasse notre propre condition d'être humain, qui peut remettre en cause tout en une fraction de seconde. Des pluies torrentielles peuvent tomber au mauvais moment, un arbre tombe, la foudre peut frapper quelqu'un, ça arrive. On peut mourir bêtement parce qu'on est frappé par la foudre, ou parce qu'un arbre se rompt sur notre passage, ou tout simplement avoir un accident de voiture, de n'importe quoi. Et le drame va se répercuter sur les gens qui restent. Voilà. Et donc, dans le cas de Titanic, les gens qui restent, c'est bien sûr Rose et le public. Le public qui est laissé là, qui assiste à la mort de Jack et qui reste après. Voilà. C'est clair. Pardon, j'ai vraiment des réponses trop longues. Je suis désolé. Moi, ça me passionne, donc il n'y a aucun souci. Le film, il dure quand même 3h15. Il y a eu quand même, alors je lis sur le DVD, 29 scènes coupées. Et je les avais vues à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait certaines scènes, il a eu un peu tort de les couper. Parce que par exemple, tu vois, il y a une scène qui m'a marquée dans celle qu'il a coupée. C'est la scène du repas. Tu sais, quand Rose, à un moment donné, elle explose. Oui. Et elle décide comme ça de partir. Et dans les scènes coupées, on voit vraiment le début de cette scène. Et je trouve qu'il aurait dû la mettre parce qu'en fait, on ne comprend pas le moment où on la voit péter les plombs sur mon repas. Je trouve qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle pète les plombs d'un seul coup. Est-ce que tu ne penses pas que des fois, il a un peu trop coupé, malgré les 3h15 du film, il a un peu trop coupé le film? Alors, je suis d'autant plus d'accord qu'il y a d'autres scènes auxquelles je pense qui concernent justement les passagers de 3e classe où, alors c'est peut-être un petit peu trop dur, mais on voit la petite fille se retrouver bloquée contre la grille, par exemple. Ah, je me souviens plus de ça. Et voilà, donc il y a des choses comme ça où on s'attardait un peu plus sur le sort des autres personnages. D'accord. Et là-dessus, j'ai du mal à me prononcer. Moi, ça aurait pu durer 4h30 et j'aurais eu aucun problème. C'est-à-dire que toutes les scènes coupées qui sont là, si elles étaient dans le film, elles me gêneraient absolument pas. J'aime les versions longues. D'ailleurs, Abyss, c'est un exemple formidable parce que Abyss en version longue, c'est plus du tout le même film qu'en version courte. Et pareil pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc, je ne peux plus, à partir du moment où je découvre la version longue, je ne peux plus voir les versions courtes. Là, c'est différent. La version longue de Titanic n'existe pas. On a toutes ces scènes dans les bonus. On les a. Déjà, c'est bien. C'est bien. On peut les voir. On les a. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des moments où ce serait plus lisible. Certaines scènes seraient plus lisibles. Mais en même temps, quand on a vu le film en l'état, avant de découvrir ces scènes-là, ça ne nous a pas dérangé pour autant. Non, c'est vrai. Tu vois, qu'elle s'emporte comme ça. Donc finalement, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien qu'il ne l'ait pas mis. Je pense qu'il y a des scènes comme ça où une fois qu'on les connaît, elles nous manquent à la revoyure. D'accord, On aimerait pouvoir les réinsérer dedans parce qu'on les aime, parce qu'elles sont pertinentes, parce qu'elles sont très bien tournées, bien jouées, bien écrites, etc. Et qu'effectivement, elles manquent du coup dans le film. Mais en termes de lisibilité, je trouve que Titanic se pose quand même pas mal là. Et que pour les gens... Enfin, de toute façon, l'intention, elle est claire et revendiquée. Tout recentré sur Rose et Jack. Ils sont le Titanic. Le destin du Titanic, c'est eux deux. Voilà, c'est matérialisé sur eux deux. Donc après, prendre encore plus de temps pour assister à la mort d'un tel, à la mort d'une autre, ou la survie d'un tel, la survie d'une autre, ça peut faire redondant aussi. Ça peut faire redondant, un peu dispersé. Voilà, ça aurait peut-être fonctionné malgré tout. Moi, je suis persuadé que ça aurait fonctionné malgré tout. J'aurais aimé qu'il fasse une Peter Jackson, c'est-à-dire qu'il nous offre les deux versions. Je suis d'accord. Tu as parlé aussi de Abyss tout à l'heure.
C'est le premier film que je suis allée voir au cinéma, j'avais 7 ans, donc voilà, je m'en souviens aussi. C'est tôt ça, dis donc, pour aller voir Abyss. Je sais pas comment j'ai fait pour aller voir ce film, surtout avec des parents assez anti-américains, tu vois? Je cherche l'erreur donc enfin bref, hein. Et moi je trouve alors là par contre c'est peut-être moi qui m'imagine le truc, tu sais les scènes, du bateau quand il s'effondre avec les ouvriers, qu'on va travailler. Et je trouve qu'il y a des scènes qui ressemblent beaucoup à celui de Abyss et j'avais entendu dire que c'était les mêmes scènes qui avaient été coupées et remis dans le Titanic. Est-ce que c'est vrai ça ou alors c'est moi qui me trompe Je complètement? n'ai pas la réponse. Je connais pas Ouais, l'anecdote, en toute d'accord. sincérité. C'est vrai qu'on peut faire un rapprochement logique. Tu sais quand il y a des portes qui tombent Oui, là, oui, je vois très voilà. bien. Ah, Et honnêtement, si tel était le cas, ça me dérangerait pas. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas grave. Du moment que c'est pas les exacts mêmes plans réutilisés, tu vois? Si c'est des plans qui ont pas servi, c'est bon. Je veux dire, s'ils ont ouais, pas servi ailleurs, on peut les mettre là. Moi, ça me ouais, pose pas de mmh. problème, dans la mesure où je me suis jamais fait la remarque en 30 ans d'existence. Donc tu vois, c'est D'accord. pas Voilà. c'est Oh bah, c'est moi. non, mais c'est possible. En revanche, effectivement, quand tu repères ce genre de truc, là, c'est Ouais, mort. ouais. Petite digression, il y a 1 semaine ou 2, je suis bien évidemment la série, sur, d'HBO Max, Dune Prophétie, hein, chaque semaine. Ouais. Et dans l'épisode pas le dernier, celui d'avant, il y a une scène dans une espèce de boîte de nuit ou un club, voilà. Et alors la fatale erreur, ils ont utilisé un morceau de musique pas original, c'est-à-dire qui existe ailleurs. Alors D'accord. dans un film qui n'est pas connu du tout, qui Ouais. s'appelle The Guest, mais que moi je connais très bien, que j'aime beaucoup et surtout dont j'adore la musique. Mmh. Et le problème, c'est que du coup, quand je suis dans l'univers de Dune et que j'entends la musique déjà entendue dans The Guest, Ouais. je me dis: «Alors là, il y a un problème», parce que je sors du truc. Donc Ouais. là où j'abonde dans ton sens, c'est que si c'est les exacts mêmes plans Mmh. que j'ai vus ailleurs, là, ça va me Mmh. gêner parce que si je les ai dans la rétine, c'est foutu. Ça me ressort sur mon siège. Ouais. Par exemple, alors là, je prends un exemple volontairement, mais c'est parce qu'il me vient en tête, Highlander 4, Ouais. Highlander Endgame, réutilise littéralement plusieurs plans du premier film. D'accord. Hors Mmh. contexte, hein, c'est-à-dire qu'on a Mmh. Christophe Lambert, un peu âgé, qui regarde l'ancien village de Glenfinnan. Mmh. Le plan de coupe sur Glenfinnan, c'est le plan du premier film et on Mmh. revient au Christophe Lambert âgé. Donc c'est même pas un flashback, on nous fait croire que c'est au même endroit, mais quelques années plus tard et c'est vraiment les Ouais. mêmes plans avec en plus une qualité de grain différente, un éclairage différent. Enfin, c'est ni fait ni Mmh. à faire, c'est pas beau du tout, mais on n'est pas dans les mêmes budgets ni dans les mêmes sphères, qu'un Titanic ou Ouais. enfin, c'est pas James Cameron, hein, voilà. Mais voilà, pour te rejoindre, si c'est avéré et si je vois les plans ailleurs, oui, ça va me gêner. Ouais. Mais si je les connais pas d'avant, ça me gêne pas, ce qui est OK. logique, hein. Et Mmh c'est mh. pareil pour la musique. Ouais. Bah, justement, bah, du coup, bah, belle transition, on peut maintenant parler de musique. Ben Ouais. carrément. Alors la première chose, c'est que James Horner a bien failli ne jamais faire la musique de Titanic. Pourquoi, me direz-vous? Ah, ah, suspense! Parce que James Horner a déjà été employé par, James Cameron sur, Aliens et que ça s'est très, très, très mal passé entre les 2. Pourquoi? Parce que Horner n'a eu que très peu de temps, trop peu de temps pour faire la musique de Aliens Mmh. et que du coup, il a proposé ce qu'il a pu proposer. Voilà, je dis ça de manière assez objective et c'est vrai que quand Cameron la reçoit, ça ne correspond pas tout à fait à ses attentes, donc il la charcute avec les monteurs son et cetera. Il la remonte différemment et la musique de James Horner qu'on entend telle qu'on l'entend dans Aliens n'est pas la musique telle que James Horner avait souhaité qu'on l'entende dans Aliens. Voilà. OK. Et comme on parle de 2 hommes qui, bien qu'étant encore très jeunes tous les 2 à l'époque, ont quand même des personnalités et des petits égos, qui s'entrechoquent, eh bien, et l'un et l'autre se jurent de ne jamais retravailler ensemble. Jamais, Ouais. jamais, jamais, jamais. La preuve, Abyss, c'est Mmh. Alan Silvestri Mmh. et moi je me souviendrai toujours quand j'ai vu, quand j'ai vu le dossier de presse de je sais plus quel film c'était. Voilà, je veux voir un film avec la musique de James Horner, je reçois le dossier de presse et dans la filmographie, dans le dossier de presse, hein, qui est quand même un peu la bible que tous les journalistes vont reprendre ensuite. Dans Ouais. la filmo de James Horner, il y avait marqué The Abyss.
Donc après, on a retrouvé des James Horner, compositeurs de The Abyss, dans plein de journaux, forcément, parce que mais on peut pas blâmer les journalistes, puisque c'est la source référente. Un Ah dossier de ouais. presse, tu pas censé avoir de coquilles aussi Ouais. énormes dedans, quoi. Voilà. Bref. Ouais. Fin de la parenthèse. Donc, les deux hommes se jurent de ne plus jamais travailler ensemble. Mm. Et on doit le retour de James Horner chez James Cameron, eh bien, à Mel Gibson. Et oui, parce que Mel Gibson, lui, a l'habitude de travailler avec Horner. Ensemble, ils ont fait The Man Without a Face, L'homme sans visage, déjà, magnifique, absolument magnifique. Et surtout, bien évidemment, Braveheart. Mm. Voilà. Et quand Mel Gibson entend que Cameron est en train de travailler sur le Titanic, de développer Titanic et tout ça, c'est lui qui joue les entremetteurs, littéralement, et qui dit non mais il te faut James, enfin James, il te faut James, puisqu'ils s'appellent tous les deux James. James, il te faut James, et inversement, James, il faut que tu retravailles pour James, il faut vous réentendre, quoi. Et il se trouve que Horner est passionné par cette histoire du Titanic et par cette opportunité de faire le Titanic, etc. Donc les deux hommes se rencontrent, rediscutent, font la paix, ce qu'ils n'étaient pas censés faire, et en résulte, honnêtement, l'une des plus grandes partitions de toute l'histoire du cinéma. Mais de toute l'histoire du cinéma. C'est thématique, c'est dramatique, c'est narratif, et en plus, ça emprunte à de la musique folklorique, mais juste dans le style. Ça ne pompe pas de musique folklorique. Il y a des instruments solistes qui sont incroyables. Il y a une utilisation double des voix. Il y a des voix synthétiques et des voix solistes et des chœurs aussi réels, etc. Il y a tout dans cette musique. C'est pas compliqué. Il y a tout. Voilà. Que ce soit Cicely, c'est le nom de la chanteuse soliste, hein, les fameuses vocalises. C'est pas Céline Dion, hein, dans le film. Hein. Non, mais parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Voilà. Il y a de la cornemuse, il y a enfin, du bagpipe, des choses comme ça. Il y a beaucoup de sons différents. C'est un monument, un chef-d'œuvre que depuis 30 ans, j'écoute très souvent. Peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois dans l'année. Titanic, pour moi, c'est un must. Et cette fameuse chanson qui a énervé tant de gens, c'est un choix esthétique de James Horner. Cameron n'en voulait pas. Enfin, il ne voulait pas de chanson du tout. Les autres producteurs ne voulaient pas de chanson du tout non plus. Et Horner dit, quand même, il faut finir sur... Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il ne faut pas juste finir sur une suite musicale. Le générique est très long de toute façon, donc j'aurai le temps de faire ma suite musicale. Et elle existe, cette suite musicale. Au générique de fin, mais d'abord, il faudrait que l'âme du film soit reprise avec une chanson. Voilà. Et c'était pas, au départ, ça vient vraiment de là, de la démarche du compositeur. Ce n'est pas une démarche commerciale. C'est devenu un des plus gros 45 tours et tubes de l'histoire du cinéma, hein, clairement, mais c'était pas prévu. Et en plus, Horner, il est clair dans ses bottes, il veut Céline Dion. Il veut la voix de Céline Dion là-dessus. Et qu'elle ne veut pas. Elle veut pas faire de ce genre de truc et tout ça. Ouais. C'est René qui reçoit la demande et qui la convainc de bien vouloir enregistrer. La légende veut, et la légende est quand même pas mal vérifiée, que cette chanson ait été enregistrée en une seule prise. Ah ouais, d'accord. Voilà. Elle arrive, elle fait son truc, c'est magistral, et c'est le succès que c'est. Et moi, et tu vois, honnêtement, je suis un peu comme tout le monde. Je suis pas fan de Céline Dion du tout. J'écoute jamais du Céline Dion pour dire d'écouter du Céline Dion. Voilà, je me mets jamais un morceau de Céline Dion, sauf Titanic. Sauf Titanic. Et il y a des grandes voix comme ça. On peut citer Whitney Houston. Là, je vais y arriver. Whitney Houston sur Bodyguard. Hein, I Will Always Love You. Pareil, chanson qu'on a énervé plus d'un, mais qui est absolument magnifique. Ouais. Et moi, j'ai deux autres exemples. Il faut absolument que je cite ici. Lara Fabian. Savez-vous, les gens, que c'est elle qui chante sur le AI de John Williams pour Steven Spielberg et sur le Final Fantasy d'Elliot Goldenthal? Quasiment personne ne le sait. Parce que ce ne sont pas des chansons issues de ses albums. Déjà, elle chante en anglais. Ouais. Et elle est hyper canalisée par des grands compositeurs que sont John Williams et Elliot Goldenthal. Elle ne fait pas des vocalises popisantes, voilà, ou je sais pas comment dire, voilà, de la chanson populaire, de ses albums en général. Je n'écoute jamais un album de Lara Fabian. Jamais. C'est pas du tout mon type. Mais ces deux chansons-là, elles sont incroyablement belles parce qu'elle a le talent de la voix qui est canalisé par
un vrai grand compositeur dans chaque cas. Et je Mmh. trouve que dans le cas de Céline Dion, c'est un peu plus hybride. Parce que ça reste du pur Céline Dion. Elle Oui. te fait quelques vibes, elle te fait Ouais. quelques effets de Céline, On la voilà. reconnaît, enfin là, On du la coup, on la reconnaît bien. reconnaît quand elle chante. La chanson est écrite spécialement pour elle, donc du Mmh. coup, forcément, ça joue. Mais je Ouais. trouve que c'est une grande chanson, que quand on entend ce crescendo, parce qu'elle est graduelle cette chanson, elle est comme le film. Ça démarre, il se passe plusieurs choses et puis ça finit en éclats, quoi, Mmh. complètement. Avant de retomber, quand sur ses dernières vocalises, où tout s'effondre finalement. Presque comme des petites étincelles qui retomberaient sur la surface de l'eau, quoi. Ces dernières notes, comme ça, elles sont Ouais. comme ça. Donc c'est une chanson, je peux comprendre qu'on la trouve guimauve, rogogome, utiliser, bleuette, utiliser tous les mots que vous voulez. C'est Mmh. une grande chanson. C'est Ouais. une grande chanson et Titanic, c'est de la très grande musique de film. C'est la musique de film que j'aimais, que je continue d'aimer, mais qui n'existe plus. On n'en a plus des comme ça. James Horner disparaît en 2015, 2017 peut-être? 2015? Non, 2015 je D'accord. crois. Ouais. 2015, un accident d'avion. Seulement 2 ans avant, il y avait eu un magnifique concert à Vienne qui lui rendait hommage et qui est sorti en Blu-ray en sa présence. Il pleure beaucoup, il est très ému d'entendre ses musiques jouer comme ça. Il avait quand même eu l'opportunité de diriger l'orchestre Royal Albert Hall, lors de la soirée d'inauguration de Titanic 3D, Mmh là-bas, mh. où il avait réuni tous les musiciens qui avaient vraiment enregistré le film plus de 15 ans avant, je crois, voilà. Ouais. Donc voilà, c'était, il a quand même vécu ça. Mais Ouais. James Horner me manque à moi à titre personnel dans mon amour du genre, mais Mmh. manque tout court, quoi, manque tout court. Ils sont tous partis. James Horner n'est plus là, Goldsmith n'est plus là, Michael Kamen n'est plus là. Ils sont tous partis. Il reste Ouais. que John Williams, Papy. Papy fait de la résistance. Est-ce que c'est lui qui avait fait la musique du Walt Disney, Rebelle? Parce Non, qu'elle y alors ressemble non, elle Rebelle, c'est ressemble magnifique, beaucoup. c'est Patrick Doyle. Rebelle, D'accord, c'est Patrick Doyle qui est le compositeur de Kenneth Branagh. OK. Voilà, Parce pour que je trouve situer. qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la flûte. Tu sais, quand il y a la flûte à un moment donné, au C'est les solo. inspirations écossaises et il se Ouais, trouve que Patrick Doyle, pour le coup, lui, c'est un vrai Écossais. d'accord, Natif. OK. Donc là où James Horner va faire des recherches Ouais, sur d'ailleurs dans Titanic, on est plus sur le côté irlandais, oui et ouais. puisque Jack Ouais, est ouais, irlandais. ouais, Et dans Rebelle, bon, bah, là, on est carrément en Écosse, mais bon, c'est cousins, c'est voisins, hein, donc ouais. voilà. Ils aimeraient peut-être pas que je dise ça, mais ça reste, ça n'en est pas moins vrai, hein, je suis désolé. Et dans les influences et dans les faits. Tout à fait. Bah, je pense que oui, continuer à le regarder, on peut dire ça aujourd'hui, enfin, ça montre tellement, c'est ça, ce changement d'époque entre, le cinéma des années, 80-90 et puis, les années d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut pas tomber non plus sur le côté de la nostalgie, ça je suis C'est d'accord ça. aussi, mais on peut pas le nier non plus quand on retourne sur des films plus anciens, bah oui, on a vu des fins d'époque, en fait et après effectivement ce drame qui est le 11 septembre, qui a clairement chamboulé les Américains. Enfin voilà, c'est pour eux, ça a été une fin du monde, hein. Faut savoir ce que c'est aussi un attentat chez soi et surtout quand c'est la première fois que ça arrive. C'est un choc qui reste à vie et que c'est pas pour rien, ils en parlent encore aujourd'hui et qu'en plus après est arrivée la pandémie, donc c'est aussi encore, un écho de ce qui s'est passé avec le 11 septembre, donc bien sûr, ça reste des chocs, des traumatismes et que du coup, c'est extrêmement difficile de retrouver ce côté insouciant qu'on peut avoir au début de sa carrière et que quand on vit des vrais drames dans la vie réelle, bah, c'est sûr qu'on est constamment en question sur soi, je pense, sur la manière de comment continuer aussi à créer et ça, c'est tout simplement humain, c'est évident. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une époque malheureusement et ça, c'est à nous de l'accepter aussi en tant que public, qu'on ne verra plus malheureusement. C'est vrai, Voilà. malheureusement, je pense que tu as en grande partie raison et j'arrive pas, enfin si, je peux m'expliquer, d'ailleurs je crois que je te le disais un petit peu en off, avant qu'on démarre l'émission. Je pense que l'hypertechnologie, c'est à la fois ce qui a permis de renouveler le cinéma et ce qui l'a pas tué, pas achevé, pas du tout. Il y a des grandes œuvres, grâce au numérique, je citais La planète des singes, voilà, je veux pas avoir un discours, étriqué, surtout pas, loin de moi cette idée. Mais le fait est qu'on avait des vrais artistes. Mmh.
dans ces années 70, 80, 90, des noms qui marqueront dans leur genre, que ce soit Spielberg, Cameron, Coppola, Richard Donner, même voilà, Robert Zemeckis, j'en passe, John Landis aussi, peut-être un petit peu moins connu du grand public, mais tout aussi important, par exemple. Les années 90 avec l'émergence d'un Tarantino, voilà, ce genre de noms. Les réalisateurs étaient les vrais artistes et c'était leur film. Voilà. Aujourd'hui, et ça c'est symptomatique de quelque chose, et c'était des noms que le grand public connaissait. Voilà, et c'était des stars aussi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sortis, et encore, pas forcément au grand public, mais sortis de Denis Villeneuve et de Christopher Nolan, les gens connaissent même pas les noms des réalisateurs dont ils vont voir les films. Et ça les intéresse pas trop de le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de... pas d'uniformisation de ton, ni même de réalisation, mais d'effets spéciaux, justement, d'effets visuels, de chartes graphiques. Voilà. Les effets se ressemblent. Les décors se ressemblent. La manière d'animer les créatures sont... quelque part, c'est les mêmes logiciels, plus ou moins, qui rebondissent d'un film à l'autre. Alors, à part améliorer une texture par ici, parce qu'on a un peu plus de moyens là que là, ça va pas changer grand-chose, quoi. Ça va pas changer grand-chose. Et quelque part, on a sûrement perdu, grâce à ces facilités... Avatar, tiens, on en parlait. Le fait de pouvoir filmer dans son univers virtuel fait qu'on a un cinéma plus de l'improvisation. Avec des énormes guillemets, hein, on se comprend. Voilà. Que ce soit Avatar ou Tintin, par exemple. Tintin, voilà, Spielberg fait ça aussi, Jackson voulait faire ça, Zemeckis l'a fait aussi dans Le Pôle Express, dans Beowulf, dans tout ça. Scarface avec Hugo Cabret. Avec Hugo Cabret, exactement. Donc, il y a... C'est ça qui a changé. Avant, il fallait que tout soit storyboardé à la perfection. Sur un film comme Titanic, il y a très peu de place à l'improvisation. Très, très, très peu. Quasiment pas. Donc, c'est de l'art, par définition. Alors que quand on met d'abord la technique et qu'on improvise, entre guillemets, encore une fois, pour schématiser, je simplifie exprès le dialogue, ça devient de l'artisanat. Et quand on rentre dans l'artisanat, aussi beau, voire magistral soit-il, on perd quelque chose qui n'est plus inhérent à l'art tout court. Voilà. Il fut un temps où... tiens, je vais te faire bondir, je vais citer Marvel. On sera jamais d'accord là-dessus. Non, mais en fait, il fut un temps où, par exemple, c'est Tim Burton ou Richard Donner qui animaient qui tenaient vie sur grand écran à super-héros avec leur marque. Bien sûr. Oui, dans les années 80-90, c'était déjà des films de super-héros, en leur manière, mais c'était des films de super-héros aussi. Et en même temps, des films artistiques, des visions d'auteur. Batman Returns de Tim Burton, c'est un chef-d'œuvre. Superman de Richard Donner, c'est un chef-d'œuvre. Et de bien des façons, le Spider-Man de Sam Raimi, c'en est un aussi. Voilà. Quelque part, ce qu'a réussi à faire Joss Whedon dans le premier Avengers, ça reste de l'artisanat, parce qu'il n'a pas la patte de tous les autres que j'ai cités avant, mais c'est un accomplissement quand même, parce que ça n'avait jamais été fait. Réussir à aboutir, ce projet de plusieurs films avec des grosses têtes d'affiche qui aboutissent dans un film ensemble et qui donnent à manger ce que les amateurs de comics depuis des dizaines et des dizaines d'années espéraient voir, c'est-à-dire cette espèce de rassemblement, Avengers Assemble, voilà, à l'image, c'est de plus en plus gargantuesque au fur et à mesure des films, perdu dans cette technologie un peu néfaste dont on parlait juste avant parce que uniforme, et du coup peu artistique. Les frères Rousseau, qui réalisent tous les derniers Avengers, n'ont aucune patte artistique, aucune. Il n'y a pas de personnalité. Mais ils vont titiller, ils vont répondre à une demande graphique pure, c'est-à-dire pas esthétique, mais graphique. Rassembler tous ces personnages-là. Avengers Endgame, qui rassemble tous les personnages dans un même plan ou presque, en tout cas dans une même séquence, c'est une espèce de boulimie de lecteur de comics comme on n'en a jamais eu avant. Donc, ils ont accompli quelque chose. Mais pour moi, ce n'est plus de l'art. Voilà. Là où un Titanic restera
malgré tout le côté entreprise, production, industrie, tout ce que tu veux, produits mercantiles, tout ce qu'on veut. Mais ça reste de l'artistique pur et dur parce que c'est un seul et même type qui a choisi du moindre cadrage, quoi. Voilà. Mais tu sais, c'est pour ça que j'essaye de remettre en avant aussi dans ma façon de parler de cinéma l'histoire au centre de l'image. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, à force de faire ça, on fait une forme de censure, en fait, à l'histoire. Comme si le réalisateur ne pouvait plus raconter l'histoire ou seulement que par l'image. Et c'est ça, moi, qui m'effraie énormément. C'est ce que je vois depuis 20 ans au cinéma. Et c'est vraiment tellement pas le cinéma qui me parle à moi, tu vois. Enfin, pour moi, s'il y en a un qui est sorti, mais on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est bien, c'est là son intérêt, tu vois. Pour moi, il a tellement réussi à mettre les deux en même temps, tu vois, raconter l'image à travers l'histoire, l'inverse, tu vois, l'histoire à travers l'image. Et c'est vrai que dans ces films-là, dans les blockbusters essentiellement, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait une forme de censure, comme si finalement les réalisateurs eux-mêmes ne pouvaient pas prendre, ce que je disais tout à l'heure, position pour pouvoir vraiment raconter leur propre histoire et plutôt de répondre à celui du studio, en fait, et puis à Mais celui c'est du vrai. public. Mais Ouais. c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Quand ils vont chercher Kenneth Branagh Mm. pour faire le premier Thor, moi je me dis c'est incroyable. Et il arrive, Kenneth Branagh est un des rares à réussir à poser sa patte dans le film. Ouais. Le film est pas très bon, le film est bancal. J'aime la partie sur Asgard, sur Asgard et pas sur la Terre. Je n'ai Midgard, pas c'est vu la Terre. encore, mais oui. Voilà, parce qu'il y a cette dimension shakespearienne, etc. Et qu'est-ce qu'il Ouais. fait, l'ami Kenneth? Parce qu'il sait qu'on va retoucher son film. Il sait Mm. que visuellement, il ne peut pas le marquer parce que ça reste d'abord un film de studio, il n'est qu'un employé là-dessus. Ouais. Eh ben, il va décadrer, il va débuler au maximum et proposer beaucoup de plans où les personnages sont comme ça, etc. Et il va le faire à outrance parce qu'il se dit, je suis sûr que le studio, ils vont essayer de remettre les images à l'endroit pour que Ouais. tout soit bien, machin. Mm. Et il se dit que s'ils essayent de remettre les images à l'endroit, ce sera trop moche, ils ne pourront pas le faire. Figure-toi que c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le studio a reçu les rushs, tout était de travers, etc. Et hyper esthétisant. Mm. Voilà, on aime, on n'aime pas, peu importe, mais il y a une proposition graphique qu'on ne retrouve dans aucun autre Marvel. C'est vraiment la patte Kenneth Branagh, le côté shakespearien, très Mm. théâtral de Kenneth Branagh, on l'a là. Mm. Et Disney n'a pas été en mesure de remettre les plans droits, ça faisait trop moche. Donc, il est resté. Mm. Et il a réussi son coup. Voilà. Sam Mm. Raimi, quand on lui confie le Doctor Strange, je ne sais plus le numéro, je ne sais plus combien, eh ben, il n'y arrive pas. Il n'y a que quelques séquences qui restent du pur Sam Raimi, mais juste quelques séquences. Parce que l'univers de Sam Raimi, il est trop foufou, ça va trop loin. Ouais. Et Bah, donc, comme Anita Battle Angel aussi, hein, qui a vécu un peu la même chose. On c'est attendait Rodriguez. Sam Raimi, Ouais. Ouais. mais en fait, c'est un film parmi tant d'autres, en fait. Hein. On trouve plus de Sam Raimi un peu fou, comme tu dis, quoi. Bah, Alita, c'est pas Sam Raimi, c'est Rodriguez. Ah oui, c'est vrai, pardon, Ouais, je confonds c'est toujours les deux. Rodriguez. Et Mais c'est vrai qu'on retrouve pas totalement, on retrouve pas la folie Rodriguez, mais c'est quelqu'un, Rodriguez, qui rentre un peu plus facilement dans le mood volontairement. La d'accord. preuve, c'est qu'il a réalisé des épisodes de The Mandalorian pour Disney+, etc. Mm. Et il a fait un peu comme les autres, juste pour se faire plaisir, il a fait du Star Wars, il est content. Moi, Alita, c'est un film que j'aime bien, franchement, je le trouve pas si déshonorant que ça, mais je l'ai vu Ouais. 2 fois et voilà, je suis pas non plus, Ouais, voilà. c'est ça. Mais je serais un peu plus sévère, par exemple, avec le Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson, quoi, que là, j'ai du mal à sauver complètement, par Ouais, exemple. Mais d'accord. tout ça pour dire qu'il y a cette uniformisation chez Marvel, notamment, qui est le plus gros exemple, parce qu'il y a tellement de films que ils sont obligés. Mais quelque part, ils sont un peu obligés aussi. Mm. Et d'ailleurs, quand ils s'en émancipent, ce qu'ils font notamment avec leur série télé, où on passe d'une série girly débile comme She-Hulk à quelque chose de beaucoup plus visuellement intéressant et profond comme Loki, ou à une bonne surprise comme WandaVision et dernièrement comme Agatha All Along, Mm. c'est tellement varié que tu peines à te dire que c'est dans le même univers tout ça finalement. Ouais. Mm. Donc ils ont ce besoin d'uniformiser leurs films. Mm. Alors je dis pas que c'est pour le mieux, hein. Surtout qu'il n'y a plus de sujet, ils n'ont plus de bons héros. Donc, c'est depuis quelques années, même moi, qui suis pourtant assez client à la base, ils m'ont complètement perdu en route. Je continue à les regarder, je ne sais même pas pourquoi. Quand j'ai vu The Marvels, Écoute, de toute façon, il vaut mieux les regarder pour faire après son propre avis. Hein. Enfin, oui, bien sûr. je Mais voulais- je te dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce que maintenant, et là, on revient à Titanic. Parce que maintenant, on se pose les mauvaises questions avant d'essayer de raconter une bonne histoire. Ouais.
Maintenant, ça va être comment je peux mettre les femmes en avant? Mmh. Comment je peux mettre telle ou telle ethnie en avant? Comment je peux mettre telle ou telle sexualité en avant? Ouais. Avant de raconter une histoire. Ouais. Et surtout une histoire crédible, historiquement crédible. Ouais. Alors, dans Marvel, on s'en fout, on peut faire un peu ce qu'on veut, ou dans Star Wars aussi. Sauf que quand ça devient systématique, bah, ça devient Mmh. gênant. Mmh. Ça devient gênant parce que ça se remarque, ça se voit. Et moi, ça me sort du sujet. Mmh. Voilà. Ouais, non, complètement. J'en Non, prends toujours le mais même exemple de la BBC, hein, la BBC qui adapte Les Misérables. Et ouais. puis tu as Gavroche, Éponine, Javert, qui sont afro-américains. Et tu te Ouais. dis, mais ah non, c'est Les Misérables. Zut, enfin, non, Javert, le chef de la police de Paris, bah non, Mmh. c'est pas possible. Je Ouais. suis désolé, c'est juste pas crédible. Donc vous me sortez du film, moi j'arrive plus à suivre parce que Mmh. pour moi Ouais. c'est fini. Bah, Mais je ça, c'est suis de un la gourmand. attends, c'est comme dans l'autre sens, hein, tu vois? C'est de la récupération culturelle aussi quelque part, hein. Ça en est. Et Ouais. c'est là où c'est compliqué de pas se faire entendre là-dessus. Moi, Ouais. je lutte, hein, avec ça, hein, parce que Mmh. je passe tout de suite pour, le connard réac, facho, non, je pense que les gens ont compris depuis le temps que je l'étais pas, hein. J'espère en tout cas. Mais, réac, oui, j'ai Ouais. peut-être j'ai peut-être une petite partie réac, ça c'est sûr. Mais, Et moi mais donc. je trouve que cette partie-là, en tout cas, peut se justifier, simplement à l'égard de l'histoire. Ouais. Pour Mmh. moi, comprendre l'histoire, c'est la respecter et mieux Mmh. bâtir le futur, c'est comprendre d'où on vient Mmh. et pas réinventer les trucs pour les gommer et réinventer des choses qui se sont Ouais. jamais Ah passées. ça, c'est du révisionnisme, hein, C'est ça. voilà, et pour moi, Ouais. ça marche pas. Mmh. D'où l'importance d'un film aussi scrupuleux, tiens, c'est le bon mot, scrupuleusement respecté que Titanic, Ouais. parce que tout, dans le moindre détail, sent le vrai, transpire le vrai. Mmh. Et d'ailleurs, c'est que même cette romance, alors ils n'ont jamais été en couple, que l'on Mmh. sache, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Non. Mais je pense que cette amitié profonde, ce respect en tout cas mutuel, on On le le sent, ressent. Ouais. l'alchimie, elle est là. Ouais. Aujourd'hui, on fait des films, des grandes histoires d'amour où on voit quasiment à chaque plan que les 2 acteurs peuvent pas s'encaisser. Ça Ouais. marche pas. Mais Mmh. on s'en fout parce que c'est les Mmh. 2 acteurs qu'il faut prendre. Et Voilà, ils ont rejoué ensemble d'ailleurs, plus de 10 ans après dans Les Noces bien sûr, rebelles de Sam Raimi, bien hein, sûr, c'est pas pour rien. exactement. Non, Donc Sam Mendes, pardon, pas Sam Raimi, Sam Mendes. non, Sam Mendes, Sam Mendes. Mais alors, Heu, c'est un autre grand Sam, Sam ouais. Mendes, un autre très grand Sam. Heu, moi j'ai fait, le tour du film. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je me demandais avant qu'on se connecte, ce qu'on allait bien pouvoir apporter de neuf Ouais. à une Ah, c'est discussion toujours autour de difficile, hein, Titanic. sur les films, Je comme ça, je suis pas sûr qu'on ait apporté du neuf, mais je mmh. pense qu'on a apporté du cœur, de la Pour la fin de sincérité. l'année, je trouve ça très bien. Voilà, et voilà, moi c'est un film que je continuerai à voir, tout jusqu'à ce que je sois plus là, c'est sûr, régulièrement, pas tous les ans. Voilà, parce que c'est voilà, mais très régulièrement, Mmh. et en revanche la musique, ouais, si ça elle m'accompagnera toute ma vie, et si je ne peux que vous encourager à la découvrir. Redonnez-lui une chance. Si vous trouvez que Titanic, c'est Rogogomme, Rose Bonbon, dépassé, vieillot, que c'est trop pas moderne, tout ça, essayez quoi, au moins retournez-y parce que franchement c'est pas possible. Faut pas rester sans Titanic dans sa vie. Et je vais faire ma méchante pour terminer. Je trouve que le bateau est quand même beaucoup plus réel qu'effectivement les requins des Dents de la Mer de Spielberg, par exemple. Mais Spielberg le sait. Donc Ah ouais? c'est ce qui a rappelons que c'est ce qui a sauvé le film. Le requin ne marche pas, donc Spielberg tourne autrement, tout repose sur la musique de Williams, plus ses plans, Mmh. voilà, de subjectifs, et cetera, et ça fait un chef-d'œuvre justement parce que le requin ne marche pas. C'est ça qui est incroyable. Mais ça, c'est une petite dédicace à Alex qui avait dit, dans une de ses blogs, il avait fait découvrir les Dents de la Mer à un de ses fils, enfin à son Oui, fils, et je qu'il me avait rappelle dit: très bien, «Ah, oui, je me rappelle très papa, bien. ils arrivent quand les vrais requins? C'est ça, exactement, Bah, ouais, ils ouais. sont loin des requins!» C'est pour ça que je me suis permis de dire ça. Non, non, il y a aussi des faux trucs qui marchent très bien et encore, aujourd'hui, quoi. Mais Non, c'est voilà, c'est marrant, tiens, l'âge à laquelle tu fais découvrir les choses est hyper important, hein. ouais, carrément. Hyper important, et il faut pas Ouais. rater le créneau, et ça devient très difficile. Par Oui, exemple, moi, j'ai montré à Tristan, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, pour la première fois, l'Histoire sans fin. Alors il a 5 ans, ouais. Tristan, et moi, quand je l'ai vu,
J'avais un petit peu moins de 10 ans, je crois, ou 10 ans, je sais plus quelle année il est sorti. Et donc, j'étais un peu plus âgé. Et j'avais peur que le film soit qu'il soit trop petit pour voir ce film, en fait. Ouais. Mais en fait, non, parce que les enfants, les générations évoluent différemment Oui. et les effets spéciaux sont de plus en plus datés, etc. Surtout sur un film comme l'Histoire sans fin. Donc, Ouais. je me suis dit 5 ans, je le tente. Ouais. Et Tristan, c'est un super baromètre parce que quand tu lui montres un film, si ça lui plaît pas, au bout d'un quart d'heure, il me dit papa, c'est trop long. Ouais. Et il arrête, il s'en va. Donc voilà. Et l'Histoire sans fin a marché, mais alors du feu de Dieu. J'ai vécu une séance extraordinaire. Et là, dernièrement, j'ai tenté, c'était beaucoup plus risqué, Le Magicien d'Oz, Ah oui. l'original. Hein. Mm, mm. Et ben pareil, le film pourtant est long. Ouais. Il y a des chansons en anglais. Ouais. Alors je lui montre le film en français, mais les chansons restent en anglais. Ouais. Ils n'ont pas fait comme sur Wiki des doublés en français les chansons. Quelle hérésie, quelle horreur. Enfin bref. Voilà. Et ben il a tenu en entier, ça lui a bien plu. Pas autant Ouais. que l'Histoire sans fin. Ouais. Voilà quoi. Mais allez, je le cite parce que c'est trop mignon. Bah, il faudrait que tu lui tentes Mary Poppins, qu'on fera aussi ensemble. Ah en oui, mais vidéo. Mary Poppins, il l'a vu. Mary Poppins, Il l'a il vu? l'a vu et il a beaucoup aimé. Il faudra que je lui Ouais. montre le deuxième parce que moi, je suis un fervent défenseur du Mary Poppins Returns, qui est Je plus l'ai pas récent. vu encore. OK. Je te le conseille. Alors, ça ne OK. vaudra jamais l'original, mais je te le Ouais. conseille. Et donc, on regarde l'Histoire sans fin. Ouais. Et il y a la petite impératrice qui arrive au bout d'un moment, hein, je crois presque 1 heure de film, elle fait irruption et tout, quoi. Et là, mais c'était tellement spontané, j'étais mort de rire, quoi. Gamin de 5 ans qui se retourne et puis qui dit « Oh papa, comment elle est jolie, elle !» Alors ça t'est arrivé à mon frère. Moi, j'y étais pas, mais c'est mon grand-père qui l'a raconté. Devant Roger Rabbit, tu sais, avec Ah ouais. Jennifer, je crois qu'elle s'appelle, la Jessica. femme de Roger Rabbit, quoi. Et lui, Jessica Rabbit. il a dit: «Mais comment elle est trop belle!» Donc voilà, et comme quoi, et là, mine de rien, je reviens à Titanic, et sur Ouais. ce couple plus beau que nature, je crois vraiment que la vraie beauté alors surfaite, certes, mais qui transparaît, elle nous touche parce que on se projette non pas, enfin moi en tout cas, non pas dans ce qui me ressemble, mais Ouais. dans ce vers quoi on aimerait tendre tout en sachant que c'est impossible Ouais. et que ce serait même pas bien, quelque part, tu vois? Mmh mh. La preuve, c'est que ça finit mal pour eux. Quelque part, leur romance, l'intensité de leur romance, on leur envie, Ouais. mais la finalité de cette romance seulement 3 jours plus tard, personne n'en veut. Ouais, Donc ça c'est clair. C'est donc clair. voilà. Mais oui, bah oui, il ressemblait à Leonardo DiCaprio et tombait sous le charme de Kate Winslet, mais bien sûr. Et je me souviens du scandale d'ailleurs des Oscars où c'était le seul qui avait été pas nommé. Oui, Bon, oui, oui. DiCaprio. C'est du snobisme. C'est du snobisme, Ouais, c'est du pur et snobisme dur. parce que je trouve que c'est peut-être un de ceux qui joue les moins bien, mais c'est peut-être une question de ressenti. Enfin, je sais Je pas. pense que c'est une question de personnage. Ouais, Jack, c'est un personnage assez cliché. c'est Alors, vrai. elle aussi, mais elle, c'est un cliché qui est projeté dans une époque où on n'a pas l'habitude, en tout cas, on n'avait pas l'habitude, il y a Ouais. 30 ans, de voir ce genre de cliché. Ce genre de cliché. Maintenant, c'est la norme. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus voir une femme à l'écran sans qu'elle cherche à sortir de sa condition. Mmh. Hein, Mmh. le méchant patriarcat, machin, tout ça. Ouais. Tous les films, en tout cas de ce type, hein, voilà. Ouais. Je ne parle pas d'un drame réel qui va raconter l'histoire d'une femme battue haute. Je ne me permets pas de juger ça, c'est pas ça que je dis. Mais dans le grand spectacle, hein, dans la fantaisie, dans l'aventure, dans le drama, voilà, que ce soit chez Star Wars, que je choisis tout, voilà. Toutes les héroïnes vont chercher à être plus badass que les mecs. Elles vont frapper plus fort, elles vont frapper plus vite, elles vont sauter plus loin, etc. Et c'est systématique. Voilà. C'est vrai. Et du coup, pas crédible. Ouais. Pardon, hein, mais du coup, pas crédible. Ouais. Voilà. Je rappellerai toujours que dans les années 90, en même temps, on avait Xena, hein, qui faisait ça très très bien à la télévision et qu'elle était crédible parce que Lucy Lawless, elle dégage ça. Elle dégage cette force naturelle, à la fois belle et puissante et très féminine et en même temps badass. Enfin, il faut l'avoir, quoi. Alors que quand je vois Millie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Donnie Brown là, de Stranger Things, faire semblant de jouer les chevaliers dans un film Netflix avec des dragons, la damsel, que j'ai trouvé insupportable au plus haut point, ou dans Prey, la fausse préquelle de Predator avec l'ado indienne qui est capable à elle seule de niquer tous les, enfin de battre plutôt. De battre plutôt tous les mecs du coin. Voilà, il y a un côté
pas crédible du tout dans la physionomie même des comédiennes qu'on choisit. Il y a un problème là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, le réalisme, on s'en fout. On veut faire des statements, on veut faire des déclarations. Voilà. Avant de raconter des histoires. Il faut que l'histoire serve une déclaration, un statement, quoi. Alors que dans les années 90, dans ces années 90-là, en tout cas, on racontait d'abord une grande et belle histoire, crédible, réelle, intense, servie par des comédiens d'exception. Moi, ça me manque, pardon. Ouais, je suis d'accord, je suis aussi d'accord. Tu as parlé de Un ami rapproché aussi, que j'adore, c'est un de mes films préférés avec Brad Pitt. Malgré les défauts qu'on peut lui trouver pour le Il y côté a un peu beaucoup de défauts dans ce film. Non, Beaucoup de mais défauts. là, je parlais, tu vois, aussi de Roméo et Juliette, même si c'est aussi enfin voilà, c'est la pièce de théâtre, bien sûr, de Shakespeare, mais je trouve ça tellement génial de l'avoir mis dans un milieu moderne, d'avoir osé, à la place des épées, de prendre des armes. Je trouve que c'était très, très osé pour l'époque. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est même un western moderne, hein, pour moi, Roméo et Juliette. Totalement osé, mais respectueux. Puisque, effectivement, à l'image, tu vois des revolvers, mais les revolvers c'est gravé dessus Sword. Donc, épée. Donc, tout est respecté comme ça. Pour moi, c'est un très grand film. Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, c'est un très grand film. Vraiment. Moi aussi, et qui était Vraiment, très vraiment, en avance sur son temps, d'ailleurs. C'était même Avatar avant l'heure, parce que Avatar, c'est aussi un western, hein, quand on y pense, avec les Indiens, l'armée, les cow-boys, enfin, tu vois. Exactement. Mais je préfère nettement celui de Roméo et Juliette, j'avoue. Pareil. Voilà, moi là, ça y est, j'ai vraiment tout dit. Vous, allez-y, n'hésitez pas dans les commentaires à raconter votre expérience, si vous l'avez vu en salle à l'époque, ou si vous l'avez découvert récemment. Dites-nous, vous aussi, ce que vous en avez pensé, parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi le regard des générations aujourd'hui, si justement vous l'avez trouvé aussi vie, comme on dit, ou alors pas du tout, si ça se regarde. Voilà, moi, c'est vrai que ça a été un très grand plaisir de retourner dans cette époque. Voilà. Même si, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours très dur de replonger dans son enfance, parce que c'est une époque qui fait partie de notre vie. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. On aimerait des fois, mais on ne peut pas. Et du coup, je te remercie beaucoup, Vivian. Si tu as un petit mot, pour la fin, n'hésite pas. Mais mon dernier mot sera pour toi, Peggy. Je te retourne le remerciement, encore une fois, de ton invitation, de ta confiance. C'est un vrai plaisir de dialoguer avec toi parce que, encore une fois, et c'est le but de ta chaîne, tu questionnes le cinéma vraiment autrement. Voilà. Et souvent de manière qui me déroute. Mais ça m'intéresse. Tu vois, quand je vois, j'ai vu pas plus tard que tout à l'heure, je crois que tu as mis un post ce matin où tu parles du néofascisme chez Marvel. Ça me fait bondir. mais parce qu'on a ces dialogues réguliers et que on commence à se connaître, je vois ce qui se cache derrière une déclaration comme celle-là et que je peux du coup l'entendre et le comprendre de manière très posée. Voilà, parce que pour moi, c'est pas grave d'avoir des héros ultra américanisants. Voilà, c'est parce que c'est juste l'Amérique qui se regarde. Tu vois, c'est pas forcément, dans mon sens, c'est pas forcément fascisant. C'est une catégorie de population qui fait du cinéma pour une catégorie de population à propos de cette même catégorie de population. Donc effectivement, ça peut paraître être en vase clos, mais c'est logique finalement. Est-ce que si moi demain j'écris une histoire, allez, imaginons j'écris une nouvelle et que je décide que mon héros c'est tout con, mais c'est un homme blanc de 50 ans, hétéro, qui va parler de son univers exclusivement blanc parce qu'il se trouve que ma femme est blanche, mon fils est blanc, mes parents sont blancs, est-ce que ça fait de moi un néofasciste ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que les discours, les déclarations ne sont jamais aussi évidentes que cela, mais je comprends. Je lis entre les lignes et je vois ce que tu veux dire derrière tout ça. Et quand on regarde tes émissions, c'est passionnant. Voilà. Merci beaucoup, c'est super. Non, j'aime beaucoup justement. Moi, en fait, tant que c'est cordial, tout simplement, j'adore entendre tout.
les ressentis de chacun, voilà ce qu'on me dit, ça permet moi aussi d'évoluer, hein. C'est parce que aussi je me cherche quelque part dans ce questionnement, hein. C'est parce que c'est pas du tout acquis et pouvoir l'exprimer aussi, ce qui est pas toujours évident. Comme hier, avec Sacha Kali, où je me suis pris un énorme but contre mon camp et voilà, vous le verrez, hein, enfin vous l'entendrez, surtout vous m'entendrez pas trop durant cette vidéo parce que du coup, avec toute cette culture, justement politique, mais aussi culture tout court, du coup, je me sens toute petite à côté. Mais c'est ça justement, les échanges aussi, ça permet d'évoluer soi-même et de pouvoir continuer, ouais, c'est ça, évoluer dans le regard aussi de la culture, ne pas rester fermé parce que c'est vrai que je peux donner un peu son ressenti, effectivement, que je peux être fermée sur un film. En fait, pas du tout, c'est justement, j'en cherche la discussion et c'est surtout ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est de trouver les discussions, de pouvoir en parler, quoi, justement. Donc, je veux pas du tout interdire les films fascistes, comme on a dit de moi dans un live une fois, apparemment. Et j'étais même pas là, mais tu vois, mais non, je veux justement pas les interdire, je veux au contraire en parler. Et c'est ça qui est justement très difficile aujourd'hui, parce qu'en plus, on a tellement fait du révisionnisme justement sur toutes ces définitions-là, qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile d'en parler, et surtout à travers l'art. Et moi je trouve que des fois le regard politique est parfois trop souvent mis de côté. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire un peu avec ma chaîne, de remettre aussi ce regard-là, mais à travers l'œuvre en fait, hein, ne jamais oublier l'œuvre en fait, c'est surtout ça, sans faire la morale non plus. Et voilà quoi. Donc non, je te remercie beaucoup pour ta sincérité, mais c'est vrai que voilà, je me rappelle de notre première rencontre où c'est vrai, on s'est rencontrés d'abord sur Facebook par Steven Spielberg, et c'est vrai que j'ai senti avec toi qu'on pouvait en parler, comme je savais un peu titillé tout de suite, où on s'était à peine assis, et Spielberg, alors on en parle, et puis je dis bah oui, j'arrive. Ben voilà, j'ai pas oublié cette soirée-là, et je sais qu'avec toi, il n'y a aucun problème pour en parler. Donc non, c'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger. Je pense aussi que j'inviterai Romain, parce que comme tu avais dit aussi, quand vous avez participé au festival de micro-ciné, je trouvais que c'était intéressant tout ce qu'il avait dit sur les films de super-héros. Donc je pense aussi que j'inviterai pour l'année prochaine. Donc merci beaucoup Vivian. Et puis nous, on garde toujours aussi l'idée de parler de musique aussi sur ma chaîne. Parce que ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais quand même beaucoup de choses, hein, je trouve qu'on ne parle pas assez de la photographie aussi. Enfin voilà, il y a tellement de choses dans un film qu'on ne parle pas assez et que je vais continuer à chercher de trouver les bonnes personnes pour en parler. Donc tu seras toujours là le bienvenu et merci beaucoup pour ta gentillesse et ton accessibilité surtout. Non, mais merci à toi encore une fois. Et puis tu vois, la preuve que tes émissions fonctionnent, c'est que elles me font me questionner. Et ça, je ne peux pas te rendre plus bel hommage que ça. C'est-à-dire que quand tu m'invites sur un sujet ou quand je regarde une vidéo que tu as fait avec quelqu'un d'autre, je me questionne à des niveaux auxquels je ne me questionne pas habituellement. Je me Ouais. questionne beaucoup, le cinéma, tout le temps, tous les jours. Mmh. Mais cette dimension politique, vraiment, c'est à toi que je la dois. Parce que maintenant, je me dis, mais est-ce que moi, des fois, j'ai l'impression, par exemple, que tu vas voir trop de choses dans ce Ouais. sens-là. Et moi, Mmh. j'ai l'impression que j'en vois pas forcément assez. Et que du coup, Ça, il faut arriver à mettre les deux voilà. au Et même que du coup, niveau en fait. je me considère moi-même comme naïf devant certaines propositions de Pas cinéma. toujours. Et alors, voilà, j'essaye de travailler là-dessus. Et c'est beaucoup grâce au rayon décalé. Donc, les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Cliquez, regardez, partagez. Merci beaucoup Vivian. Et puis on se dit à l'année prochaine du coup. Je te souhaite Et de ouais, bonnes fêtes mais oui, bien de sûr, fin pour d'année maintenant, oui. et surtout à l'année prochaine, hein, pour continuer À l'année l'aventure, prochaine, ouais. parce que tu viendras aussi parler du Seigneur des Anneaux, comme je suis en train de lire aussi Avec ton grand livre. plaisir. Moi, Donc voilà, tu reviendras de toute façon sur la chaîne et parler aussi des anciens films justement comme ça, comme Qui veut sauver la peau de Roger Rabbit, Mary Poppins aussi, les Gremlins aussi sûrement, je t'inviterai, ouais, Scooby-Doo carrément. aussi. Enfin voilà, il y a tellement de films comme ça à remettre un peu en avant qu'on a tendance à oublier. Et pareil, toujours avec aussi le côté musique, je trouve que c'est super important et intéressant aussi. Merci beaucoup Vivian et on se dit à une prochaine. À très vite. Salut tout le monde. Voilà.